Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo des sorties d'octobre. Alors vous m'excuserez, j'ai un petit peu de retard. J'ai mon imprimante qui était tombée en panne. Voilà, donc ça a été un petit peu compliqué de sortir voilà, toutes les sorties d'octobre. Du coup, les vidéos, vous allez la voir en milieu de mois. Bon, j'espère que le mois prochain, j'arriverai à mieux me recaler. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a eu la rentrée, il y a pas mal de boulot, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire toutes ces vidéos. Mais je vous propose de commencer tout de suite parce qu'il y a encore pas mal de sorties intéressantes ce mois-ci. Je vous avais parlé le mois dernier de la sortie de Alchemy Z, alors, je ne sais pas si je prononce bien en anglais, de Sen Liu aux éditions Ira. Alors c'était annoncé pour le 28 septembre, pour finir c'est sorti le 1er octobre. Alors, vous en avez peut-être entendu parler parce que ça fait couler pas mal d'encre en ce moment, puisque à la base, c'est une fanfiction tirée d'Harry Potter et où il y a une relation entre Drago Malfoy et Hermione. Bon, là, ça a été remanié par l'autrice et la maison d'édition, je suppose, pour, voilà, pour des questions de droit et d'image aussi, je pense. Donc, comme c'est relié à Harry Potter et à J.K. Rowling, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre. On est normalement dans une dark fantasy. Je suis allée voir la maison d'édition, elle a l'air de faire de la romantasy aussi. Donc, moi, il me tentait beaucoup. J'espère que ça va pas être trop de la romance. Si c'est slow burn, ça va. Si on reste dans quelque chose de dark fantasy, ça va beaucoup me plaire. Mais sinon, bon, j'espère voilà, qu'il n'y aura pas trop de romance. Et puis, il y a eu une autre sortie aussi qui est tirée d'une fanfiction de Harry Potter qui est Rose in Chains. On n'en a pas autant parlé, mais alors là, ça fait couler beaucoup d'encre par rapport à J.K. Rowling, tout ça. Bon, j'avoue que les mini-dramas sur Booksta, en ce moment, ça n'arrête pas. Donc, ça va, ça vient. Voilà, je veux dire, à chacun de se faire son propre avis, d'y aller ou de ne pas y aller comme il veut. Mais voilà, en tout cas, là, voilà, ça a été remanié, donc il n'y a pas de... Il n'y aura rien qui sera reversé à J.K. Rowling. Je ne pense pas qu'elle ait besoin de ça pour se faire de la pub en plus. Donc, bon, bref, voilà. Moi, en tout cas, je vais encore attendre un petit peu. J'ai vu des très bons retours. À voir quand même. Par la suite, si c'est pas trop romantasy quand même. Le 1er octobre est sorti, pardon, Dissidente, le livre 1 de Tosca Nouri aux éditions DJ Jeunesse. Donc là, on va être dans un monde post-apocalyptique où il n'y a quasiment plus de femmes. Et donc évidemment, le peu de femmes qui restent, elles ont tendance à être capturées, parquées pour servir à la reproduction. J'ai lu les premiers retours dessus. On a effectivement des vibes à la Servante écarlate, hein. Ça fait vraiment penser à ça. Il faut savoir aussi que ce livre a gagné le prix des Aliénales qui avait lieu le samedi 4 octobre. Voilà, donc l'autrice était là. Bon, DJ Jeunesse, j'ai peur que ce soit un petit peu trop young adulte pour moi, donc j'avoue que j'y suis pas allée. Pourquoi pas plus tard. Toujours le 1er octobre est sorti The Witcher, la croisée des corbeaux chez Bragelonne, toujours d'André Zapkowski, pardon. C'est une sortie internationale, hein, enfin internationale, je sais pas si c'est sorti, en tout cas c'est sorti dans pas mal de pays. Voilà, en fait on va suivre Geralt de Rive, mais à ses débuts de sorceleur. Donc voilà, j'avoue que j'étais très contente de le recevoir. J'avais beaucoup aimé le tome 1 de The Witcher, puisque encore une fois, je n'avais jamais lu aucun livre. Je ne joue pas au jeu, je n'ai pas vu la série. Bon, après, ne pas avoir entendu parler du sorceleur, il faut vraiment vivre dans sa grotte, hein. C'est quand même compliqué de passer à côté. J'ai bien aimé volume 1, celui-ci se passe avant. Donc j'avoue que je suis assez tentée et bien contente de l'avoir reçu aussi. J'ai reçu aussi celui-ci qui est un petit livre jeunesse qui m'a l'air tout sympa, La boutique des ténèbres. Alors c'est de Vincent Mondio et Enora Sabi. Donc je pense que Enora Sabi c'est elle qui a fait des illustrations qui sont très très belles, je trouve. C'est chez c'est Actes Sud Jeunesse. Voilà. Et en fait il y a différentes nouvelles et on va suivre des enfants qui demandent, qui vont dans cette boutique pour voir leurs vœux se réaliser ou qui demandent un objet particulier. Je trouve que ça a des vibes très halloweenesques et en même temps, bon, c'est de la jeunesse, donc je pense que ça va rester assez mignon à voir quand même. Mais voilà, je ne devrais pas tarder à le lire non plus. Aussi, j'ai plein de petits livres à lire. Je me demande si je ne vais pas me refaire un 7 jours 7 livres, ce serait quand même pas mal.
Ensuite, toujours le 1er octobre, sortira chez Brajolon en version poche Psyché et Eros. Alors, c'est de Luna McNamara. Voilà, donc c'est une réécriture de Psyché et Eros. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Psyché est une très belle jeune fille, sauf qu'à force d'entendre dire que c'est une très belle jeune fille, Aphrodite se met très en colère et elle envoie son fils, bon, Eros, ou Cupidon dans la légende romaine, enlever la jeune fille doit se rendre à lui, il se fait passer pour un monstre, voilà, petit à petit il y a des sentiments qui vont naître, sauf qu'elle, elle ne le voit pas, puisqu'il ne vient que la nuit et toute lumière éteinte, voilà, bon c'est un mythe grec assez connu, voilà, qui là sort en poche, donc c'est l'occasion pour ceux qui seraient intéressés de se procurer. Alors celui-ci c'est un graphique, c'est Helen of Windorn de Tom King, Bilkis Matthews Lopez. Et c'est chez Glénat. Donc là, après la mort tragique de son père, C.K. Cole, un célèbre écrivain de pulp, Hélène doit aller vivre dans l'immense propriété de son grand-père, Windorn House. Marquée par cette disparition, la jeune femme perdue et rebelle est projetée dans un monde nouveau. Elle ne le sait pas encore, mais bientôt son existence tout entière va être bouleversée. Un soir près du bois, elle est attaquée avec sa gouvernante par une créature maléfique qui sont tout droit sortie d'un roman de fantaisie. Brandissant le nuage, son grand-père arrive juste à temps pour les sauver. Mais cet accident n'a rien d'anodin. Peu à peu, Hélène va se rendre compte qu'à l'extérieur des murs vivent des créatures légendaires semblables à celles qui peuplaient autrefois les récits de son père. Comment est-ce possible? Bon, vous comprenez ce qui m'a intéressé, le côté fantaisie, le côté maison où il se passe des choses étranges. Puis alors, je ne sais pas à quelle époque ça se passe, au vu de l'image, fin 19e, début 20e. Bon, j'avoue que ça coche plein de cases intéressantes, donc il me tentait beaucoup. Toujours le 1er octobre, sort chez Albin Michel Imaginaire, 30 fleurs pour te briser le cœur. Et autres histoires. Donc c'est un recueil de nouvelles de Jenna Rose Nethercott qui avait écrit La maison aux pattes de poulet. J'avoue, je sais pas, je ne l'ai pas demandé à Albin Michel Imaginaire parce que j'ai encore un livre à lire de chez eux. Je suis moins format nouvelle. Et toujours le 1er octobre, voilà, est sorti le tome 2 de The Witcher, l'épée de la Providence. Voilà, donc c'est des rééditions de chez Brajolon qui sont vraiment magnifiques. Sont vraiment très très belles. Voilà, donc c'est pareil, je ne vais pas tarder à le lire non plus. Celui-ci, je pourrais vous faire un retour sur Instagram. Donc là, Instagram, il faut que je reprenne les retours lecture aussi sur YouTube. Alors, vous avez la même image à la fin. Donc je pense qu'on a Yennefer sur la couverture qui est juste ici. Voilà, donc oui, je connais un peu Yennefer parce que, bon, on la voit dans le tome 1, mais c'est vrai que, oui, voilà, je viens pas, si vous vivez en ermite, c'est difficile de ne pas avoir entendu parler du sorceleur, donc on connaît un petit peu l'histoire. Toujours le 1er octobre sortira, alors en version poche, les 4 de Ellie Kill. Alors là, on est plus dans du suspense. Voilà. Encore une fois, j'ai essayé de faire des sorties vraiment plus SFFF, de pas trop aller vers le suspense ou même la romantaisie qui m'intéresse moins. Mais encore une fois, vous pouvez mettre en commentaire, vous, les sorties que vous avez vues ou même des suites de sagas. Parce que moi, si ce n'est pas des sagas que j'ai suivies ou alors où je ne suis pas du tout à jour, je ne les renote pas forcément. J'avoue que celui-ci m'avait pas mal tenté à sa sortie. Mais j'ai pas vu de bon retour dessus. Donc là, il sort en poche, alors pourquoi pas. Bienvenue à Height Reels. Super l'accent anglais. Une prestigieuse université où l'élite et les gens fortunés envoient leur progéniture. Ici, on est entre soi. Et au-delà des matières universitaires habituelles, on apprend les codes d'un monde de pouvoir et de privilèges. Alors quand High Realms décide d'entrouvrir ses portes à des étudiantes boursières pour être dans l'air du temps, c'est une petite révolution. Et pour Martha, Rose, Sammy et Lyode, les 4 boursières, l'expérience se transforme en un véritable enfer. Harcèlement, jalousie, méchanceté, une ambiance délétère menace de tout faire voler en éclats. Et peu à peu, les relations se pervertissent. Jusqu'au jour où une étudiante est retrouvée morte. A-t-elle été poussée par la fenêtre? Et si oui, par qui? Les 4 étudiantes boursières vont devoir faire front commun pour convaincre les autres et elles-mêmes qu'elles n'y sont pour rien. Il y a un petit côté d'Academia aussi qui donne assez envie, donc pourquoi pas. Et toujours le 1er octobre est sortie aussi la seconde partie de La Mandragore de Cristal de Stéphanie Benson et Nelly Labert, G et Grenat aux éditions Syros, que j'ai reçu en service de presse. J'avais reçu déjà le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. On est à la fois dans de la fantaisie, un peu young adulte aussi, puisqu'on suit Marianne qui est une jeune orpheline dans le tome 1.
Il y a l'épouse d'un Jarl qui vient la chercher, donc qui l'emmène plutôt dans un endroit. Bon, Jarl, ça fait penser aux Vikings, hein, même si on est dans un monde imaginaire. Et elle l'emmène voilà, dans son royaume. Et puis, bah, le jour où voilà, elle atteint ses 17-18 ans, elle doit se marier avec le fils voilà, d'un royaume un peu plus important. Et c'est Kirill, ouais, Kirill, c'est ça. Bon, elle est prête à faire son devoir. Alors, c'est vrai qu'elle a été un peu élevée pour ça. Kirill, lui, n'a pas l'air très enchanté. Voilà, au début, on voit leur relation. Alors, ça ressemble... C'est assez slow burn. Parce que, bon, elle est prête à faire son devoir. Mais bon, lui, il est un peu gonflant. Elle a traité avec indifférence. Et puis, en même temps, ils ont des amis. Lui, il a un ami qui essaie de le dérider un petit peu. Elle a une amie qui est quelqu'un de très libre dans ses paroles, tout ça. Donc ça apporte un peu de légèreté. Puis bien sûr, ils vont se retrouver au cœur de machinations, de complots. Le jour de leur mariage va arriver quelque chose de très grave. Et les voilà partis à l'aventure. Moi, j'avais bien aimé. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas accroché. Je l'ai prêté à ma mère, par exemple. Elle n'est pas allée au bout. Elle n'a pas trop accroché. Mais moi, j'aime bien. Alors, le jaspage est vraiment superbe. Comme quoi, je me dis que ça doit être les reliés qui doivent coûter cher, le hardback, parce que là, il est à 21,95 €. Et je veux dire, c'est assez dense quand même. Il y a pas mal de choses qui se passent dedans. On va ça à la fin aussi sur les pierres. Et l'autre, le tome 1 est pareil. Hein, donc, c'est vraiment des beaux livres. Alors là, on va passer au 2 octobre avec Harvest of Earth, alors de Andrea Eames, et c'est aux éditions Élégie. Esquisse et fabuleuse, une cosy fantasy aux accents de Miyazaki et de Jenna Wynne-Jones. Je ne sais pas qui est Jenna Wynne-Jones, une autrice certainement, mais je ne sais pas ce qu'elle a écrit. Ça me dit rien en tout cas. Un conte gothique qui emportera votre cœur à tout jamais. Depuis toujours aux quatre coins du royaume, les sorcières dérobent les morceaux de cœur aux hommes pour nourrir leur magie et maintenir la paix. Foss, fille de boucher parfaitement ordinaire, se sentait à l'abri du danger. Jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un sorcier à la terrible beauté. Pour récupérer son cœur volé, Foss se lance alors dans une quête qui va la mener de la maison enchantée du magicien, où elle se fait embaucher comme gouvernante, aux plus lointaines et obscures forêts. Sur son chemin, un chat très bavard, de puissantes sorcières et un roi qui fait poser un sortilège fatal sur le royaume tout entier. Bon, je pense que ça a l'air assez young adulte, mais le côté cozy fantasy, voilà, j'avoue que ça me tente. J'aime bien de la cozy fantasy qui se passe dans un univers imaginaire, pas qui se passe vraiment à notre époque. Ça détend, je trouve ça très sympa. Ça envoie des bonnes vibes, voilà, plutôt automne cozy, et c'est très sympa. Alors celui-ci, bon, il va forcément finir dans ma palle. Il sort aussi le 2 octobre chez Charleston. C'était Notre maison de Marcus Cleaver. Voilà, et puis là j'ai vu, du fait qu'on est déjà le 13 octobre, j'ai vu quelques retours et les retours sont excellents sur ce roman, donc clairement il va finir dans ma palle. Voilà, on suit une famille qui vit dans une belle maison, enfin on voit la couverture, on se dit bon, c'est encore une maison qui va poser des problèmes ça, jusqu'au jour où je crois qu'il y a, oui c'est ça, il y a une famille qui vient sur leur, alors, je ne sais pas combien de personnes, viennent voilà, frapper à leur porte en disant bah, on a vécu ici autrefois, est-ce qu'on peut rentrer et visiter la maison? Et évidemment, ils vont leur dire oui, et je pense qu'après ça va être le bordel. Voilà. Donc ça a l'air pas mal du tout. Moi j'aime bien les histoires comme ça, assez étranges, où voilà, encore une fois, on a une vieille maison. Alors quel secret cache cette ancienne maison? Quel secret cache ces gens qui viennent taper à la porte? Ça donne très envie. Toujours le 2 octobre et toujours un livre qui me fait très envie, c'est chez Robert Laffont, Les yeux sont un morceau de choix de Monica Kim. Alors c'est Jodie des livres de la crypte qui en a beaucoup parlé, elle l'avait lu en anglais, elle avait annoncé qu'il sortirait en français, donc je l'avais mis dans ma wishlist tout de suite et là ça y est, il est enfin sorti. Bon, je me retiens parce qu'en plus je me dis, ouais tu vas le lire quand? C'est ça, c'est ce qui me retient un petit peu, peut-être qu'il y aura moyen de les trouver d'occasion plus tard, je ne sais pas trop. On va suivre une jeune femme, Ji-won, qui était promise à un avenir radieux, jusqu'à ce que tout s'effondre du jour au lendemain. Un père envolé, une mère à la dérive, une sœur désorientée. Et Georges, son nouveau beau-père, qui la déshabille un peu trop du regard. Ji-won ne peut plus compter que sur elle-même pour affronter ses premiers pas à l'université, son entrée dans la vie adulte et la reconstruction de sa famille brisée. La nuit devient son échappatoire. Dans ses rêves, elle traverse des pièces remplies d'yeux qu'elle ne peut bien plus
surtout plus se retenir de dévorer. Les croquant à pleines dents et les gobant avec plaisir et volupté, elle nous invite à engloutir avec elle sa colère, son dégoût et sa culpabilité. Mais cela sera-t-il suffisant pour assouvir sa faim et sa rage? Alors, il y avait une toute petite interview de l'autrice sur un post de Robert Laffont. On le dit, en fait, c'est le père de Ji-won. Il lui a appris que manger des yeux, ça permettait de... Ah, je sais plus, ça pouvait donner du pouvoir. Enfin, voilà, c'est... Bon, déjà, manger des yeux, c'est... Burk, mais par contre, l'histoire, elle me tente énormément. Le 2 octobre aussi, sortira le nouveau roman de Stuart Turton. C'est lui qui avait écrit Les 9 vies, c'est ça, de Evelyn Hardcastle, je crois. Bon, j'ai un doute sur le titre, mais je sais peut-être Les 9 vies, où une femme revivait plusieurs fois la même journée, voilà, et à chaque fois, elle mourait à la fin. Donc, c'est chez 10-18, donc c'est en poche, ce qui est quand même intéressant. Et là, on a, alors en résumé, élucider le meurtre pour sauver ce qu'il reste du monde. En dehors de l'île, il n'y a rien. Plus âme qui vive. Un brouillard a envahi la terre il y a bien longtemps, semant la mort sur son passage. Sur l'île, la vie est idyllique. La paix et l'harmonie règnent chez les 122 habitants qui vivent de la pêche et de l'élevage, jusqu'au jour où l'un d'eux est retrouvé assassiné. Pire encore, il se pourrait que ce premier meurtre commis sur l'île soit aussi le dernier, car au même moment, le système de sécurité qui protège les lieux du brouillard s'est arrêté. S'ils veulent sauver de l'extinction ce qui reste de l'humanité, les habitants doivent maintenant découvrir le coupable. Bon, je ne vous en dis pas plus. Le résumé est, bon, c'est encore un peu assez étrange. Voilà, dans un univers assez post-apocalyptique. Bon, je n'ai pas encore lu La plume de cet auteur, mais j'avoue que, voilà, encore une fois, ça me tente bien. En plus, c'est vrai que je n'ai pas fait attention, mais en poche, je me procurerai peut-être. Toujours le 2 octobre va sortir, alors parallèlement chez De Saxus et chez Pal dans leur collection poche, Le Royaume de Roche, tome 1, Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig. C'est elle qui avait écrit, je crois, Une fenêtre sur les ténèbres, qui avait eu de bons retours. Là, c'est pareil, je pense que je me le prendrai si je vais en librairie. Je ne sais pas quand est-ce que j'y retournerai, mais je me le prendrai peut-être en poche. Il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour, elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur et de liberté, car les prophétesses d'Essling exerçaient pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale en quête de présages. En dépit des règles, 6, l'une des devineresses, conclut un marché avec le plus rustre d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnés de cet arrogant chevalier, 6 et sa fidèle gargouille partirent à leur recherche. Retournant hameau après hameau, la jeune femme était prête à tout, même à défier les augures eux-mêmes pour retrouver ses sœurs. Puis son monde s'écroule. C'est assez mystérieux. Bon, j'avoue, je ne sais pas si j'y serais allée tout de suite. Le fait que ça sorte voilà, tout de suite en poche, bah, c'est vrai que ça donne envie. Donc, allez, allons-y. Toujours le 2 octobre va sortir le nouveau recueil de nouvelles de Mariana Enriquez. Alors, ce sera chez... Par contre, j'ai plus la maison d'édition. C'est Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. La Mariana Enriquez, c'est elle qui avait écrit Notre part de nuit et les dangers de fumer au lit, je crois que c'est ça, qui était aussi un recueil de nouvelles. C'est pareil, c'est une autrice dont j'entends beaucoup parler. Je n'ai toujours pas lu non plus un de ses romans. J'ai Notre part de nuit dans ma palle. Alors après, c'est une pavasse, mais voilà, il faudrait que je m'y mette aussi. Le 2 octobre sortira chez Folio en poche Porcelaine sous les ruines de Anna Vivalda. On était dans une histoire, là, je crois que c'est une femme qui a été punie parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains et elle a été bannie de la terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, Alba a enfin retrouvé refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whitmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter la convoitise de Cymru, l'archipel voisin, puissant et surpeuplé. Le conseil de Cymru envoie alors chez Lady Whitmore un émissaire aussi détestable que séduisant, Lézanne Alcor. Tout juste élu conseiller, Lézanne a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia. Voilà. Donc on est, je pense, un Enemies to Lovers, mais avec un monde imaginaire bien construit. C'est le... comment Ada Vivalda, c'est le nom de Chris Vuklievich, enfin celle qui a écrit Du thé pour les fantômes. C'est la même autrice. J'ai vu des très bons retours sur Porcelaine, voilà, sur ce roman. Je l'avais même acheté en grand format. Bon, je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, c'est bien qu'il sorte en poche. Et j'avais vraiment adoré Du thé pour les fantômes. Même si là, je pense que c'est assez différent. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé sa plume. Donc, bon,
Il n'y a plus qu'à le sortir de ma palle. Toujours le 2 octobre, sortira chez J'ai lu Les Maudits de Fairywood d'Amandine Peter. Alors, ça, c'était au départ, c'était édité par les éditions Explora. Je ne sais pas où ils en sont d'ailleurs, cette maison d'édition. Je ne sais pas si elle existe encore, parce que je crois que l'éditrice voulait revendre, en fait, arrêter. Je ne sais pas où ça en est. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé. Après, c'est vrai que j'ai pas continué. J'avais lu en service de presse numérique. Et ben là, je vois que ça sort en poche, donc c'est bien. Alors, 6 failles dans un manoir, tous maudits, privés de leur pouvoir, privés de leur liberté. Tous les 10 ans, une seule chance de lever le sort, rétablir la vérité. Trouver la malédiction qui affecte chacun d'eux. Trouvez le nom de la personne qui les a condamnés. Votre récompense, l'inestimable trésor des failles. Londres 1895. Depuis près d'un siècle, une malédiction pèse sur les derniers faillis du Royaume-Uni et les retient prisonniers des murs de leur manoir. Tous les 10 ans, les plus fins esprits du pays sont invités à participer au jeu des maudits, dont l'objectif est de briser le mystérieux sort. Depuis la participation au jeu de son frère jumeau 10 ans plus tôt, Everly Queen n'a qu'une obsession. Gagner à son tour son invitation sur l'île de Fairywood et découvrir pourquoi Jack n'en est jamais revenu. Voilà. Je regarde mon premier tome, je pense qu'on la voit essayer de rentrer quand je me souviens plus. Je me souviens plus trop, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. En tout cas, c'est bien qu'ils les ressortent comme ça en poche, je trouve. Sur le 2 octobre, sortira chez Robert Laffont Le Cœur du Monde de Viggo Bjering. Alors, on suit un pigiste qui voit sa vie basculer suite au succès d'un livre qu'il a coécrit. À qui se fier lorsque le monde est fait de glitch? Je ne sais pas ce que c'est des glitch. Un roman futuriste dans l'univers de Matrix, dans un futur proche. Bon, j'avoue que c'est le truc, l'univers de Matrix qui m'avait voilà, qui avait capté mon attention. L'éco-capitalisme a gagné du terrain et les algorithmes ont pris en charge une grande partie du travail. Mads est seul dans ce monde. Il est pigiste sur un portail en ligne où il enchaîne les petits boulots pour joindre les deux bouts. Enfin, il reçoit une mission importante, rédiger un thriller. Le livre devient un best-seller dès sa parution. Lorsqu'il s'agit d'écrire le deuxième volet, le monde commence à s'écrouler autour de lui, littéralement. C'est assez étrange. Et puis le fait que voilà, on parle de livres en plus, bon, j'avoue que ça me tentait. Puis alors c'est vrai que les parutions de Robert Laffont, qui sont plus dans l'imaginaire, j'avoue que ça me tente toujours. Le 2 octobre est aussi sorti le tome 1 de Silverton Supernatural Project, Les âmes de l'Ouest de Ellie S. Green. Alors Ellie S. Green, c'est l'autrice de Steam Sailors, vous avez dû en entendre parler, on en a quand même pas mal parlé. Je l'ai laissé dans ma palle. Il y a même une édition collector, enfin une intégrale qui est ressortie avec une nouvelle supplémentaire. Voilà, et ça c'est son dernier bébé qui est très beau aussi. Alors j'ai beaucoup aimé parce qu'on est juste après la guerre de sécession et on va suivre 3 personnages dans une ambiance de magie, de sorcellerie. On a Sam qui est un ancien esclave. On va suivre Linus qui est soldat. Alors, il est originaire du sud des États-Unis, mais il a intégré l'armée du Nord. Alors, pour des raisons très personnelles, pas pour, voilà, pas pour lutter contre l'esclavage. Et puis sa sœur qui a été enfermée il y a 9 ans de cela, parce qu'elle entendait des voix, elle voyait des fantômes, on la considérait comme folle, donc on l'a enfermée. Voilà, c'est très dur ce qui lui est arrivé. Et puis ils vont se retrouver, en fait, ils vont faire partie de la même agence Silverton qui a été fondée par Alan Pinkerton, qui est un personnage qui existe vraiment, qui a fondé l'agence Pinkerton, qui était au départ une agence de détectives, et par Victor Hugo aussi, donc je ne vous présente pas Victor Hugo. Voilà, donc ils ont fondé Silverton, qui est une agence secrète qui doit lutter contre les fantômes, puisque en fait, pendant la guerre de sécession, de nombreuses personnes, que ce soit des soldats du nord, du sud, ou des civils, ont utilisé la magie vaudou. Alors à savoir que Sam peut parler aux Loa, aux esprits vaudous. Il a moyen de communiquer avec eux, il les voit. Et comment il a donc beaucoup de gens en fait se sont servis de la magie vaudou, ont créé des petits artefacts ou des petits sachets de protection. Sauf que du coup quand il meurt, au lieu de partir tranquillement dans un autre monde, il se retrouve voilà, aéré sur Terre et à embêter, embêter, le mot est faible, les vivants, même les morts qui sont morts sans colère, sans magie vaudou accrochés à eux, ne peuvent plus les supporter et ça crée de gros problèmes. J'ai oublié de vous dire aussi que Linus, en fait, est censé être mort, sauf qu'il s'est réincarné dans le corps d'un enfant de 12 ans, donc il est aussi enchanté. Voilà, donc on va voir ces 3 personnages, leur relation est assez sympathique, il y a quelques rebondissements, il y a toute une scène aussi, vous voyez, il y a un magnifique
train comme ça. En fait, il y a toute une scène dans un train. C'est vraiment bien fait. Et je trouve que ça restitue bien l'époque aussi. Je vous envie de signer, ce sera mieux. Là, vous voyez un petit peu le genre d'esprit qui hante voilà, l'Ouest américain. Et ils vont être envoyés en mission. Et franchement, ça a été un très bon tome, un très bon premier tome. J'ai hâte d'avoir la suite. Je ne sais plus si ce sera une duologie ou une trilogie par contre. Voilà, je demande aux auteurs et après je me souviens plus. Mais voilà, c'était en tout cas très très bien. Toujours le 2 octobre va sortir chez l'Archipel Le Royaume de Savannah de George Dawes Green. Alors on est plus dans du suspense. Pourquoi Mathilda Stone, une archéologue noire, a-t-elle été enlevée? Quel est ce royaume dont elle serait la gardienne? Et quel est ce fabuleux trésor attisant toutes les convoitises qui l'abriterait? George Dawes Green signe un thriller sans temps mort, une ode à Savannah, Géorgie, ville aux deux visages dont l'exubérante beauté cache une indicible noirceur. Voilà, j'en sais pas plus. Et voilà, il est sorti le 2 octobre, je n'ai vu aucun retour sur ce livre. C'est un peu dommage, ça a l'air assez mystérieux. Je pense qu'il va y avoir certainement, on va parler de racisme aussi, parce que la Géorgie c'est un état aussi du sud des États-Unis, donc je pense que ça va aussi être impactant pour ce roman. Mais j'ai vu aucun retour pour le moment sur ce roman. Chez... là, c'est pareil, on arrive dans des livres qui font très envie. Toujours le 2 octobre, chez Fleuve. Alors, Fleuve ont ouvert une nouvelle collection qui s'appelle Styx. Donc, ça va plutôt être des lectures d'épouvante ou horrifiques. Donc, autant vous dire que... Non, mais ce mois-ci, je ne vais pas m'en sortir avec toutes les lectures d'horreur qui sortent, c'est pas possible. Donc, là, sortira le 2 octobre, Vers ma fin, de Sophie White. Alors, un roman gothique moderne, viscéral et troublant, où les secrets enfouis ressurgissent avec une violence inouïe. Sur une île au large de l'Irlande, alors là, c'est un prénom irlandais, donc je ne sais pas comment le prononcer. Oui, Hélène, on va dire, vit recluse avec sa grand-mère et sa mère, une présence inerte qu'elle appelle la chose du lit. Jamais elle n'a quitté cet endroit hostile où les murmures du vent semblent porteurs de mystères anciens. Lorsque Rachel, une artiste venue du continent, débarque avec son nourrisson, Hélène découvre une douceur et une chaleur qui lui ont toujours été refusées. Mais sa fascination grandissante pour cette femme et son enfant se transforme bientôt en une obsession dévorante, réveillant les fantômes du passé et libérant des ténèbres qu'elle ne peut plus contenir. Bon, c'est très mystérieux. Par contre, celui-là, je n'ai pas vu de retour dessus pour le moment. À voir. Le 3 octobre va sortir Le Déviant, tome 2. Un conte de Noël de James Tynion IV. Hein, je vous ai déjà dit, j'ai plusieurs, et de Joshua Hickson, j'ai plusieurs BD de cet auteur et je n'en ai encore lu aucune. Mais on le voit beaucoup, je trouve, en ce moment. Voilà, c'est chez Urban Comics. J'ai le tome 1 dans ma palle, que évidemment je n'ai pas lu. Bon, je vais peut-être attendre avant d'acheter le tome 2 quand même. Mais voilà, on va suivre un tueur en série. Hein. Ne vous attendez évidemment pas à un conte de Noël tout doux. Hein. Et le 3 octobre, alors si j'ai bien compris, ça sort en même temps, les tomes 1 et 2 du Voleur de la Reine. Alors c'est de Megan Valen Turner aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, toujours avec de superbes couvertures. Et là, alors je me demandais si c'était de l'historique, mais non, apparemment c'est bien de la fantaisie. Imaginez une contrée aux accents méditerranéens, champs d'oliviers, montagnes rocailleuses, soleil sec sur les murs épais de cités antiques. Au nord de puissants pays continentaux, au sud l'immense empire Mède. Entre les deux, une petite péninsule habitée du peuple au nom grec qui partage une langue, quelques dieux, mais sont divisés en trois royaumes. Édis, Sounis et Latolie. Édis, niché au cœur de la chaîne d'Esphétial, est un lieu isolé mais stratégique fort d'une route commerciale essentielle et d'un atout humain inestimable. Le roi de Sounis rêve d'en conquérir la reine dont l'alliance lui ouvrirait la voie vers l'unification de la péninsule. La reine d'Atolie, glaciale et redoutable, doit quant à elle lutter contre ses propres barons et déjouer les manœuvres des Mèdes, prêts à s'imposer à coups d'intrigues et de machinations. C'est dans ce décor byzantin, fait de tractations, d'espionnage et de conflits ouverts ou feutrés qu'intervient Gênes, jeune voleur sounisien, convaincu de pouvoir tout dérober comme le sceau royal dont il s'est emparé dans les appartements du roi. Jeté en prison, il croupit jusqu'à ce que le plus puissant conseiller de Sounis, le mage, lui propose un marché, voler une antique relique en échange d'une possible libération. Donc, apparemment, c'est une saga. Je ne sais pas si ce sera seulement en 2 tomes ou en plus. Le tome 2 s'appelle La Reine d'Atolie. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous lire le résumé du tome 2 pour ne pas spoiler. Je crois que j'ai vu des retours hein, qui étaient quand même assez bons.
Donc, ouais, pourquoi pas, un plus à rajouter à la wishlist. Le 3 octobre va sortir chez les éditions Argile des ombres sur le foyer de Judith Merrill. Après une attaque nucléaire massive sur les États-Unis, Gladys, une jeune mère, tente de maintenir sa famille unie. John, son mari, est porté disparu, et bien que la société lui refuse ce rôle, Gladys n'a d'autre choix que de devenir la nouvelle chef de famille. Mais en est-elle seulement capable, elle, une simple femme au foyer? Pourtant, à mesure que le temps passe, Gladys commence, bien aidée par ses filles, à entrevoir la force des femmes jusque-là enfermées dans une société patriarcale. Et si quelques hommes essaient tant bien que mal de faire peser leur ombre tutélaire sur le foyer, une nouvelle ère débute pour le monde, pour Gladys et pour ses filles, pour toutes les femmes. Bon, on va être dans quelque chose de post-apocalyptique, mais en même temps de mais aussi féministe. Donc sera sorti aussi le 7 octobre l'EF de Eliane Jones, le tome 1 que j'ai acheté aux Aliénales, qui est juste magnifique. Alors je sais que la couverture a fait un petit peu peur aux gens, mais voilà, comme on va être dans la mythologie scandinave, c'est vrai qu'il faut savoir que Odin, le père de tous les dieux, enfin le père de tout, subit des épreuves, et lors d'une de ces épreuves, il perd un œil. Je ne sais pas si c'est un corbeau qui lui arrache, mais voilà. Et puis en plus, j'ai eu voilà, une très belle gravure justement de Odin avec le marque-page. Donc l'autrice m'a dit que ce serait en 3 tomes. Voilà, on va plonger dans la mythologie scandinave. Évidemment, j'ai pas résisté, je pouvais que craquer pour ce roman. Ensuite, alors est sorti aussi le 7 octobre aux éditions Hurlevent, qui vont nous achever ce mois-ci, je vous le dis. Enfin, ce mois-ci et le mois prochain, mois de novembre, puisque ils vont rééditer Les Hauts du Hurlevent. Moi, Les Hauts du Hurlevent, ça avait été une claque phénoménale, ce roman. J'ose pas le relire, de peur de ne pas avoir le même effet, ou de me reprendre une claque et d'avoir une panne de lecture derrière. Mais voilà, là, il est en précommande. Il sortira officiellement le 6 novembre. Bon, je me suis dit, là, ça faisait beaucoup. Les deux en même temps, ça fait 50 €. Mais voilà, peut-être parce que je cherchais une édition, justement, j'avais repéré celle de chez Hauteville, mais là, voilà, les éditions Relevant, j'aime beaucoup leur ligne éditoriale, leur hardback, tout ça. Et en plus, maintenant, ils font un jaspage, ils font même des jaquettes. Vous allez le voir sur les brumes de Glen Hollow, il y a une belle jaquette dessus aussi que vous pouvez enlever. Enfin, c'est un petit plus. Il coûte 25 €. À la base, il coûtait 25 €. Leur livre, maintenant, avec le jaspage plus ses jaquettes, il coûte 25,50 €. Donc, c'est pas encore trop abusé, je trouve. Voilà, et puis ils font des choses qui sont toujours très tentantes. Alors, dans ce roman, nous sommes en 1851, dans les Highlands. Bon, voilà, vous l'aurez compris, on est en Écosse. Moi, il m'en faut pas plus pour y aller. Et puis, les éditions Hurlevent, ça me donne vraiment très envie. Dans le domaine isolé de Glen Hollow House, les sœurs Holloby grandissent sous le regard exigeant de leurs parents. Isobel, l'aînée, belle et ambitieuse, incarne tous les espoirs de la famille. Elspeth, discrète et rêveuse, trouve refuge dans la lande, la peinture et la tendresse silencieuse de son chien. Alors que les Holloby misent tout sur un mariage avantageux pour redorer leur nom, Isobel est promise à Douglas Drummond, héritier d'un puissant clan. Derrière les apparences d'un beau parti, Nyon cache des ombres que personne ne veut voir. Bientôt, le vernis des convenances se fissure, les tensions s'enveniment et le poids du passé consume les cœurs jusqu'au jour où l'une des sœurs Holloby disparaît dans les eaux noires du Loch. La présence de la défunte semble alors hanter les vivants comme un souffle revenu des brumes. J'espère que le résumé n'est pas trop spoilant. Ça fait un peu spoilant, j'espère que voilà, il n'en dit pas trop. J'ai vu quelques retours qui sont très bons aussi. Puis voilà, c'est sur Hurlevent. Alors le 8 octobre sortira chez Métayer la station de Jakub Zvamalek. C'est pareil, donc quelque chose un peu post-apocalyptique, un peu SF. J'avais beaucoup aimé de cet auteur la trilogie du Darknet. Pardon. Je n'ai pas encore lu le tome 3, parce que moi je les avais eus par les éditions Point, les tomes 1 et 2. On suivait la même héroïne qui enquêtait sur ce qui est passé notamment dans le Darknet. J'aimais bien, c'est bien. Et je me demande s'il n'a pas participé, cet auteur, d'ailleurs, au jeu The Witcher. Il n'en est pas un des piliers, mais je ne suis pas sûre, je dis peut-être une bêtise. Donc là, après des décennies d'une trêve fragile, le conflit latent entre les États-Unis et la Russie a repris de plus belle, sans qu'une issue soit en vue. Mais cette fois-ci, le théâtre de cette rivalité sera la Station spatiale internationale, avec pour toile de fond le décor spectaculaire de l'espace. La commandante Lucie Poplaski, à la tête de l'équipage international, est chargée de déterminer la source d'une fuite d'ammoniac qui met toute la station en danger.
Cependant, son enquête bouleverse la fragile confiance entre les équipages russes et occidentaux et révèle de profondes fissures au sein même de l'équipe américaine. Voilà. Donc ça, c'est vrai que sa précédente trilogie, c'est vraiment plus du policier. Là, en même temps, on est dans quelque chose, je pense, pareil, un peu post-apo, puisqu'on parle de guerre entre les États-Unis et la Russie. Bon, à part la guerre froide, je veux dire, on n'a pas eu de conflit ouvert entre ces deux pays. Donc, à voir. Le 8 octobre, alors cette maison d'édition, je l'ai repérée il y a une paire de mois. Il réédite, ou alors peut-être des premières éditions en français, des livres, voilà, des livres de SF parfois assez anciens, mais justement, je trouve que ça donne très envie d'y aller et de découvrir. Là, sortira donc le 8 octobre Le Passager clandestin de Martha Randall. Vous voyez, je vous aurais mis la couverture normalement. Voilà, la ligne éditoriale est très, très sobre, hein. En 1979, l'autrice Martha Randall imagine que la survie sur un territoire repose sur l'attention portée aux êtres qui l'habitent. Lorsque les terriens atteignirent le gouffre infini, ils façonnèrent ce monde et ses habitants les périt à leur image. Pendant 20 ans, la colonie prospéra, jusqu'au jour où une tempête fit trembler le sol et reculer les mers. Dans ce monde en ruine, une terrienne du nom de Markowitz refuse d'abandonner celui qu'elle aime. Elle se met à marcher vers l'est, là où il ne reste rien, sauf peut-être un dernier espoir. J'avoue que ça me tente, j'en ai trouvé d'occasion sur Momox, un ou deux. Bon, faudrait que je les lise un peu pour voir si, voilà, si ça me plaît, puisque c'est des livres anciens, si, voilà, si le côté justement, l'écriture n'est pas trop pesante parce que ça date un petit peu. À voir. Le 8 octobre donc, est sorti aussi le tome 1 de La Marque des Maudites, Dans l'ombre des racines, de Pomme L. de Sombre, aux éditions Big Bang Bragelonne. Justement, j'ai eu de la chance, je l'ai reçu le vendredi 3 octobre et le 4, j'allais aux Aliénales où l'autrice venait en dédicace. C'est un primo-roman. Donc, je suis super contente. Bon, en plus, elle n'a pas fait exprès, elle m'en a mis deux, mais c'est pas grave. Donc, ça, je trouve ça très beau. C'est pareil, j'ai pas tardé à le lire. Eiza est une maudite. Chaque nuit, l'esprit animal avec qui elle partage son corps prend le relais. Un jour, il ne restera plus que le faucon et la confiance d'Eiza disparaîtra. Cela arrivera aussi à sa petite sœur, et plutôt que prévu. Alors le jour où Eiza se voit proposer un marché qui pourrait mettre un terme à leur malédiction, elle n'hésite pas. Cette mission périlleuse la conduit au cœur du territoire ennemi, le continent flottant, terre des Aspales, ses sorciers descendant directement de ceux qui ont maudit ses ancêtres. C'est là qu'elle rencontre Gabriel, rongé par un terrible secret. C'est les deux personnages principaux parce que vous pouviez avoir une photo soit de Gabriel, soit d'Eiza. Et puis l'autrice a mis des tampons. Alors on a le tampon, si je me souviens bien. Là c'est le tampon, si je ne me mets pas face au téléphone, ça ne va pas aller. Le tampon de La Marque des Maudites, et je ne sais plus, c'est celui-ci, je crois. Vous choisissiez en fait en quelque sorte votre pouvoir, et moi j'ai décidé de savoir quelle créature se trouvait sous les racines. Il y avait les éléments, il y avait la nature, les animaux, j'avais hésité, si on peut découvrir d'autres créatures, allez, j'y vais. Dans la vraie vie, je ne suis pas sûre que j'irai, mais là je me suis dit, je peux y aller sans problème. Le 8 octobre aussi est sorti aux éditions Big Bang R de Sabah Tahir, qui est un préquel à, je confonds toujours le titre, Une braise sous la cendre, voilà, qui est aussi un très bel ouvrage. Bon, normalement, j'aurais pas dû le recevoir parce que j'avais du retard sur mes chroniques Bragelonne. Et puis quand j'ai fait la demande, évidemment, il y en a qui n'étaient plus disponibles. J'ai rencontré la community manager aux Aliénales, qui était là, qui accompagnait l'autrice de La Marque des Maudites. Et elle m'avait dit, oui, effectivement, R et un autre livre n'étaient plus disponibles. Et elle m'avait dit, pour The Witcher, renvoyez-moi un mail. En fait, The Witcher, je suis rentrée, il m'attendait dans la boîte aux lettres. Et puis, j'ai eu la surprise de recevoir quand même, alors l'autre, c'est La Voix éternelle, qui est sortie en septembre. Et de recevoir R quand même. Je vais peut-être vous enlever le bandeau, là, parce que... Voilà, la couverture est belle quand même, donc ce serait dommage de ne pas l'avoir. Voilà, donc j'ai reçu, donc je suis très contente, parce que j'ai très envie de découvrir cette saga, alors qui est peut-être plus young adulte, mais dont j'ai vu quand même pas mal de bons retours. Le 8 octobre est sorti aux éditions Naos, la dernière archive de Camille Siriex. C'est pareil, j'ai reçu en service de presse. Toujours une superbe couverture. On est dans un monde voilà, où en fait c'est une cité qui est verticale, et plus vous êtes haut dans cette immense tour,
plus voilà, vous êtes important, plus votre sang est pur, voilà, plus vous êtes haut dans la hiérarchie et il est très très compliqué de grimper les échelons, c'est le cas de le dire, dans une cité comme ça verticale. Voilà, c'est très compliqué de quitter votre position sociale. Et jusqu'au jour, enfin tout a l'air bien rodé, jusqu'au jour où un homme est retrouvé mort et une enquête va démarrer. Et l'enquêteur Tibald, qui lui vient du 6e niveau, donc un des niveaux les plus bas, va contacter Eulalie, notre héroïne qui est ici, qui travaille aux archives. Alors il faut savoir que Eulalie, elle est issue d'une famille de hauts magistrats qui habitent sur le premier palier, je crois carrément, hein. Ou le deuxième, je ne sais plus. Et voilà, elle est un peu considérée comme traître à sa famille parce qu'elle a décidé de ne pas faire des études voilà, pour être un haut magistrat, mais elle a préféré travailler dans les archives. Alors c'est très bien fait parce qu'on va parler de livres. On se rend compte petit à petit qu'on est dans une dystopie aussi, voilà, et qu'il y a un extérieur qui est très dangereux, il ne faut pas aller, où il y a des gens qui essaient de rentrer dans la cité, ils amènent des maladies. Il y a vraiment un système hiérarchique très développé, très bien fait. Il y a par exemple les marcheurs qui sont des gens qui n'ont pas d'habitation, donc on les appelle comme ça, des marcheurs, et bah, ils dorment où ils peuvent. Voilà, voilà, on voit vraiment les écarts de rang social, c'est pas mal fait. Et en plus, Tibald et Eulalie vont se lancer à la poursuite de livres qui ont été empruntés ou qui ont disparu. Et ces livres, c'était des livres que j'ai adorés. Enfin, c'est des classiques, mais voilà, des classiques fantastiques. Et c'était vraiment sympa de les retrouver là-dedans. Et ils sont pas... voilà, on comprend à la fin pourquoi, d'ailleurs, c'est tout le mystère autour de ces livres. C'est une enquête assez minutieuse qui du coup, peut-être causer quelques longueurs par moment, mais en même temps ça se lit toujours bien. Et puis voilà, encore une fois, Naos, voilà, c'est toujours de qualité, donc je vous conseille d'y aller sans problème. Le 8 octobre sortira chez Gallmeister le dernier Black Crouch, pardon, Run. Alors je pense qu'on est sur du post-apo aussi. Il y a 5 jours, l'épidémie de rage a commencé. Il y a 4 jours, une vague de meurtres insensés a balayé la nation. Il y a 3 jours, le président s'est adressé au pays et a imploré la paix, alors même que les violences étaient multipliées par 10. Il y a 2 jours, les tueurs ont lancé leur mobilisation générale. Hier, le courant a été coupé. Ce soir, les tueurs énumèrent les noms de leurs prochaines cibles sur les ondes de la radio d'urgence. Jacques Colglouk, installé dans sa cuisine à Albuquerque, vient juste d'entendre son nom. Des gens s'approchent de sa maison pour les tuer, lui, sa femme, sa fille et son fils. Il n'a aucune idée de ce qui se passe ni pourquoi, mais le temps des questions est passé depuis longtemps. Sa seule chance, c'est de fuir. D'où le titre Run. Alors Black Crouch, j'ai Wayward Pines, que je n'ai toujours pas lu non plus. Donc évidemment, je vais attendre de lire Wayward Pines avant de lire un autre roman de cet auteur. Enfin, d'en acheter un autre plutôt, pas de lire. Ça a l'air pas mal du tout. Ça me fait penser à American Nightmare, je crois, à cette série de films qui se passe dans un futur proche où il y a trop de population, il y a trop de gens. Donc, une fois par an, les Américains ont le droit de s'entretuer, de tuer qui ils veulent. Et on va suivre une famille très riche. C'est avec... comment il s'appelle cet acteur ? Je ne vais pas retrouver. Alors, on suit une famille très riche, notamment lui, il s'est enrichi en créant une entreprise pour sécuriser les maisons à mort. Mais il faut voir le système de sécurité qu'il a mis en place, donc il s'est enrichi grâce à ça, donc il vit dans un quartier UP, donc a priori il ne devrait pas y avoir de problème, sauf que vous doutez bien que ça ne va pas du tout se passer comme c'était prévu. Voilà, j'avais vu le premier, je ne sais plus combien il y a il y en a plusieurs qui sont sortis au cinéma. Je ne sais plus si j'ai regardé le deuxième, je me souviens plus. Je ne sais plus s'il était disponible, je l'ai regardé sur Amazon Prime, je ne sais plus s'il est disponible. Mais voilà, ça me fait vraiment penser à ça, quoi, avec cette idée de tueurs qui sont lâchés comme ça, qui ont le droit de tuer qui ils veulent. Il y a un peu le... Après, je pense que ça va être assez différent, mais ça fait vraiment penser à ça. Le 8 octobre, les éditions Eldercraft, alors là, ils ont sorti plusieurs livres en même temps. Et je ne m'y attendais pas, mais vous l'avez peut-être vu sur les vidéos, tout ça. J'ai eu 3 livres carrément de chez eux. Je pense que de toute façon c'est leurs 3 sorties du mois d'octobre. Et le tout premier c'est The Will of the Many. Alors c'est le tome 1 de Hiérarchie de James Islington. Alors James Islington, moi j'ai lu les 2 premiers tomes de sa saga, la trilogie de Licanus. Le second tome, j'ai lu cet été d'ailleurs, j'aime beaucoup.
Voilà, c'est de la high fantasy. Le premier tome, je trouvais que voilà, ça allait, mais le second tome, il y a énormément de personnages, de lieux, tout ça, c'est très dense. Et là, bon, vous voyez le tome 1, comment il est gros déjà, hein, donc ça va pas être une petite lecture non plus. Mais j'avoue que j'aime beaucoup son écriture. Alors quand j'ai vu qu'il traduisait, alors apparemment plus la sphère anglophone, comme on dit, a beaucoup aimé ce roman, donc on en parle pas mal. Alors je sais pas parce que moi la trilogie de Licanius c'est les éditions Léa qui l'avaient édité et là c'est les éditions Eldercraft, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, en tout cas je suis très contente d'avoir reçu ce premier tome même si c'est une pavasse. Mais c'est pas grave, on va réussir à la lire quand même. Et non, voilà, donc franchement, belle surprise. Et ouais, un auteur que j'ai beaucoup aimé découvrir aussi cette année. Donc je vais quand même vous faire le résumé. Alors, il m'appelle Vistelimus. Il croit que j'ai la chance d'être adopté par un sénateur et envoyé à l'académie pour rejoindre l'élite. Celle-ci exploite l'énergie mentale des castes inférieures, leur volonté, pour se doter de talents extraordinaires et maintenir l'ordre social. Ainsi, la hiérarchie a-t-elle conquis le monde. Mais la vérité, c'est que je suis venu résoudre un meurtre, chercher une arme légendaire, révéler des secrets qui pourraient déchirer la République. Jamais je ne céderai ma volonté à ceux qui ont exécuté ma véritable famille. Donc on va suivre ce personnage voilà, qui va, je pense, gravir les échelons. C'est vrai que The Will, c'est la volonté. Alors The Mini, la plupart. Et puis alors cette idée d'utiliser la volonté des castes inférieures, comme ils disent, encore une fois, je pense qu'on va être dans un système très hiérarchisé, où il y a ceux qui peuvent exploiter les plus pauvres, encore une fois, et là, en prenant leur volonté. Donc j'imagine ce que ça doit faire. Enfin, ça doit faire de vous un légume quand on prend votre volonté. Voilà, et on a une histoire de vengeance, je ne sais pas, apparemment il a eu sa famille qui a été assassinée, mais je suis très contente de l'avoir reçu, et bon, j'espère pouvoir commencer bientôt, mais bon, c'est vrai que ça cumule pas mal, et alors, le même jour, ils ont sorti aussi Chrysopéa. Alors c'est de Caroline Blino, je ne connaissais pas, du coup je suis allée faire un tour sur son compte, elle fait aussi des illustrations. Et là, on est dans un mélange de théâtre, de Shakespeare et de magie. Dans une Londres baignée de magie, Helios, adolescent des rues, s'invente une nouvelle vie depuis qu'il a rejoint la troupe de William Shakespeare. Il rêve de devenir quelqu'un et de briller dans une société londonienne placée sous les jougs des Chrysopéens, des mages ayant transcendé les lois divines. Mais des échos de rébellion se font entendre dans le quartier de Whitechapel, où les Fatas, créatures magiques, ont été entassées comme du bétail. Un coup, deux coups, trois coups. Quand le théâtre du Globe s'embrase et que Shakespeare est accusé de haute trahison, la pièce qui devait se jouer vole en éclats, entraînant Elliot dans une tragédie dont il tiendra le premier rôle. Et là, vous avez une citation latine ici, là. Totus mundus agit histrionem. Je ne sais pas si je prononce bien. Le monde entier est un théâtre. Donc ça va se passer à l'époque de Shakespeare, donc normalement ça devrait être fin 16e siècle, si je me souviens bien, mais avec un côté fantastique. La couverture, je la trouve superbe. Bon, évidemment, ça fait vraiment penser à Hamlet, hein, évidemment, quand il tient un crâne dans sa main avant de nous faire toute sa tirade très connue. Mais je ne la connais pas par cœur, donc je ne vais pas vous la faire. Voilà, avec les chats, tout ça, là, c'est très mystérieux. Ça a l'air d'un univers très sombre. Je tente beaucoup. Celui-ci fait beaucoup plus joyeux, ne serait-ce que par sa couverture. Alors, je ne sais pas s'il sera plus léger. On est vraiment dans la littérature RPG, la lit RPG, donc la littérature de jeux de rôle. Eldercraft, d'ailleurs, sont à la base spécialisés dans les jeux de rôle, plus que dans les livres, même si là, depuis un an et demi, 2 ans, ils sortent pas mal de livres. Et là, ils en sortent vraiment 3 qui sont très tentants. Et là, c'est Comment vaincre un roi démon en 10 étapes de Andrew Rove. Depuis des milliers d'années, dès qu'un roi démon surgit pour conquérir le monde, un héros renaît 100 ans plus tard pour le vaincre. Bon, ok, au passage, les civilisations sont réduites en poussière. Mais cette fois, il y a un petit problème. En 23 ans à peine, le roi démon a déjà conquis plus de la moitié du monde et pas la moindre trace de héros légendaires à l'horizon. Si on se contente d'attendre son retour, il n'y aura bientôt plus rien à sauver. Alors, Yu Shou a un plan en 10 étapes. Elle n'a pas réussi à débloquer la classe héros, mais elle ne va pas s'arrêter à ce léger détail. Déjà, elle doit obtenir l'épée légendaire. Voilà, donc c'est vraiment un hommage voilà, au jeu de rôle, puisque vous avez des étapes à franchir. Alors moi, je ne connais pas le jeu de rôle, je ne l'ai pas lu. Peut-être que vous connaissez un peu plus, pas lu, pas joué, parce qu'il y a des étapes à franchir pour pouvoir gagner le niveau supérieur. J'en sais pas tellement plus, mais bon. En tout cas, voilà, ça a l'air... j'ai l'impression qu'il y a une touche d'humour en plus, donc ça a l'air très sympa. Toujours le 8 octobre, cette fois sortira chez Nemos demain Les Origines de Christian Chavassieux. Alors, loin de la ville, la communauté où vit Grâce pensait échapper à ces violences quotidiennes. Mais il suffira d'un vieux philosophe et d'une faute impardonnable pour que toutes et tous subissent d'inimaginables épreuves.
Alors que le grand incendie s'abat sur le continent, Grace, Malik, Robur, Syrah et tant d'autres au milieu des ténèbres et des déshérités d'une société en délitement vont devenir les points de départ d'une histoire, d'une légende, d'un mythe qui les dépassera. Alors ce livre, je l'ai reçu je vais y arriver, en e-book de la part de Mnemos, sauf que mes enfants m'ont paumé mon câble pour télécharger. Je peux encore recharger ma liseuse, mais j'ai pas les câbles ne sont pas adaptés, ceux que j'ai ne sont pas adaptés pour... donc je ne peux plus télécharger d'e-book. Il faut que je regarde si je ne trouve pas quelque part voilà, quelque chose de pas trop cher. Mais du coup, c'est vrai que c'est un petit peu casse-pied. Donc pour l'instant, voilà, l'e-book traîne, il est dans ma messagerie, mais je n'ai pas encore pu le télécharger. Ensuite, le 8-10 paraîtra aussi aux éditions, alors c'est Hachette Heroes, le Grimoire tome 2 Disney Villains. Alors ils avaient déjà sorti le tome 1 l'année dernière. Ils avaient sorti aussi le Grimoire Twistle-Tale. Alors c'est de magnifiques objets livres, quoi. Donc voilà, je le mets là. Alors sachez qu'ils sont à 70 € quand même. Mais bon, ça peut peut-être faire un très beau cadeau de Noël. Bon, en tout cas, ça a l'air magnifique. Alors là, j'ai deux dates pour celui-ci. La Rage des Dragons de Evan Winter aux éditions Rivage, qui bon, c'est de la high fantasy, donc moi je suis très tentée. Alors j'ai en date de sortie le 8 et le 15 octobre. Bon, en tout cas, il sortira en octobre. Le peuple Omei mène bataille depuis près de 200 ans contre des hordes sauvages. Les plus chanceux naissent doués du pouvoir d'invoquer des dragons, de se transformer en colosses. Tous les autres sont destinés à mourir dans cette guerre sans fin. Le jeune Tao, qui appartient... je pense Tao, bon, je sais pas, qui appartient à la classe des inférieurs, compte bien se blesser pour échapper à l'armée. Mais ses proches sont brutalement assassinés par un groupe de nobles. Obsédé par la vengeance, Tao se consacrera à une voie impensable, devenir le plus grand épéiste des élus et se faire justice. Bon, c'est pareil, il paraît que la sphère anglophone, encore une fois, voilà, c'est emballé pour ce high fantasy. Je sais pas si vous suivez Altaric sur Bookstagram, qui fait des réels et des vidéos, notamment sur de la SF et de la high fantasy. Il a dit il avait dit que ça allait révolutionner le genre, mais il a dit qu'en tout cas, c'était très bon, qu'il avait trouvé ça très bon. Bon, moi j'avoue que c'est vrai que les éditions Rivage, je ne me rappelais pas les avoir vues sortir de la high fantasy comme ça, mais bon, évidemment, ils me tentent, mais on va attendre. Le 9 octobre, chez Nathan, sort le tome 2, The Fate of Magic de Sarah Rash et Bess Revis. C'est pareil que j'ai reçu en service de presse. Alors j'ai le tome 1 dans ma palle que j'avais acheté, c'est la suite de Night of the Witch. Voilà, on est, alors je sais plus quel siècle exactement dans le premier tome. Et la chasse aux sorcières voilà, est en pleine expansion. Mais on va suivre de vraies sorcières. Et je crois que l'une d'entre elles va parvenir à tromper l'ennemi. Je pense qu'on va être aussi dans un Enemies to Lovers. Il y a un magnifique jaspage. Alors je crois que, oui c'est ça, c'est une duology. Donc ça ce sera, voilà, avec ce second tome en fait vous en avez terminé. Alors je ne pensais pas que Nathan allait m'envoyer la version, parce qu'il y a une version brochée aussi. Hein. Je ne pensais pas qu'ils allaient m'envoyer la version reliée. J'étais très surprise, surtout que le tome 1 je l'avais acheté en version reliée aussi parce que je le trouvais très très beau. Voilà donc... enfin, je lis le tome 1 et j'en profite aussi pour vous montrer, voilà, ils ont sorti un livre de coloriage romantasy. Voilà. J'ai envie de me remettre au coloriage depuis un moment. Je ne sais pas où j'ai trouvé le temps de faire ça, mais on va essayer, on va y arriver. Voilà, en plus c'est détachable et tout, donc bon, très sympa. Je vous dirai si j'ai le temps de m'y remettre. Alors, le 9 octobre sort le nouveau Becky Chambers aux éditions de La Talente, une très bonne hérétique. Alors par contre, j'ai pas de résumé sur celui-là. Si. Alors c'est un recueil de nouvelles de science-fiction positive. Voilà, bon. Becky Chambers, elle est connue effectivement pour faire de la science-fiction positive ou du solarpunk. Donc apparemment, on va pas trop changer ici. Bon, j'aimerais bien lire. J'ai emprunté déjà plusieurs fois Becky Chambers à la bibliothèque. Je n'ai jamais eu le temps de lire. Donc j'espère pouvoir lire déjà ce que j'ai emprunté et puis on verra si l'écriture me plaît. Alors le 10 octobre, c'est Charleston. Alors ça a l'air tout mignon, je pense que c'est de la cozy fantasy aussi, enfin mélange de cozy mystery, cozy fantasy. Alors c'est le tome 1 de Melody Bittersweet, Crazy Spooky Love. Bon, je vous aurais mis la couverture, normalement, je la trouve très mignonne, Voilà, c'est dans l'idée d'un automne cosy, j'ai envie d'un peu de cosy aussi cette année. La famille Bittersweet a toujours été un pilier de la charmante ville de Chapelwick. Dans High Street, on reconnaît facilement leur imposante maison noire et blanche qui a vu 3 générations de médiums et leur entreprise Bliss Spirits.
Le jour de ses 27 ans, Melody Bittersweet, la dernière de la lignée, décide d'ouvrir sa propre entreprise. Mais contrairement aux autres membres de sa famille, elle ne parle pas aux fantômes, elle les chasse. Une fois son agence ouverte, Melody accepte sa première affaire, une maison hantée par 3 fantômes que le propriétaire cherche désespérément à vendre. Alors qu'elle essaie de chasser ces esprits malicieux, elle comprend qu'un meurtre qui reste à ce jour non élucidé le retient dans cette étrange propriété. Bon, je crois qu'il va y avoir une histoire d'amour aussi. Bon voilà, ça a l'air tout mignon. Bon, pourquoi pas. Le 15 octobre va sortir chez HarperCollins Noir le roman de Mona Awad, Bunny. Alors ça fait que ça fait un moment, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Judy des livres de la crypte en parle très souvent. Parce que là, on va suivre voilà, une jeune étudiante, Samantha McKay. Elle est boursière signée qui a un bras asocial. Et elle se retrouve un petit peu comme une intruse au sein d'une prestigieuse université. Et elle va être intégrée au groupe, voilà, la reine des abeilles, quoi, des étudiantes les plus populaires de cette université. Et entre elles, elle s'appelle Bunny apparemment. Bon, je sais pas, ça va être assez policier, assez étrange. Bon, Jodie, on a bien parlé, donc j'avoue que ça me tente énormément. J'essaie d'accélérer un peu parce que je vois que le temps passe. Et ça va encore être très long. Le 15 octobre sort chez Calix The Dragon Waiting de John M. Ford, qui pour une fois n'a pas l'air d'être de la romantasy mais de la high fantasy. Dans une Europe fragilisée par la guerre des deux roses, les complots sont légion. L'empire byzantin, plus puissant que jamais, place patiemment ses pions. À première vue, un magicien gallois, une médecin florentine, un mercenaire gaulois et un vampire n'ont aucune raison de cheminer ensemble. Mais en ces temps troublés, les plus improbables alliances peuvent se nouer. Voilà, donc on est dans un côté assez historique avec la guerre des deux roses, qui est j'avoue, une période que j'aime beaucoup. Au niveau de l'histoire de l'Angleterre, qui c'est juste avant l'avènement des Tudors d'ailleurs. Puis là, on y met du fantastique, historique. Alors par contre, ce que je n'ai pas compris, le livre est à 29,90 €. D'habitude, Calix, je crois que c'est 26,95 ou 27,95. Enfin, ils ont augmenté un peu leur prix. Là, je trouve qu'il est quand même... Il n'est pas donné. Donc, à voir. Je trouve que c'est peut-être quand même un peu abusé, mais on verra bien. Aux éditions Faute de Frappe va sortir le 15 octobre Basket Case de Armando Munoz. En fait, Faute de Frappe, il novélise certains films maintenant. Donc c'est pour ça, si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Ils avaient fait ça parce qu'il y en a un qui ressemblait drôlement aux Dents de la Mer. Ça ne s'appelait pas Les Dents de la Mer, mais ça ressemblait vraiment très pour très au film. En fait, c'est une novélisation du film. Alors là, c'est la novélisation d'un film américain réalisé par Frank N. l'auteur, sorti en 1982. Je ne connais pas ce film, ça ne me dit rien du tout. À New York, un jeune homme loue une chambre à l'hôtel Broslin. Il arrive dans une malle en osier qui intrigue ses voisins. Peu à peu, on découvre qu'elle contient son frère siamois, une créature monstrueuse. Ils décident ensemble de se venger de ceux qui sont responsables de l'échec de leur séparation, leur père et un chirurgien. Bon, j'avoue que ça me tente beaucoup. Ça me tente beaucoup pour les récits horrifiques. Vous savez que j'ai toujours aimé les histoires d'horreur, tout ça. Mais du coup, j'ai de plus en plus aussi envie d'en lire. Le 15-10 va sortir le prochain roman des éditions Rivka, Les Bois Maudits. Alors, c'est de Rebecca... Barbara Kloss, c'est elle qui a fait... Ah, je les ai lus en plus. Gods of Men. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimés. Donc, à voir. Steph ne fait pas confiance aux kids. Alors, quand l'un de ces êtres immortels débarque chez elle à la recherche d'un objet magique appartenant à sa famille, elle prend la fuite. Aidée par un prince isolé du nom d'Alder, elle doit libérer le pouvoir du menton enchanté pour sauver le monde et sa famille. En détail, Steph n'a jamais fait confiance aux kids, sournois et cruels, ces êtres immortels méritent selon elle la malédiction qui ravage leur monde depuis des décennies. Ainsi, lorsque le haut seigneur Kit frappe à sa porte à la recherche d'un manteau enchanté appartenant à sa famille, la jeune femme se méfie. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai déjà assez dit. On va raccourcir un petit peu aussi la vidéo. Bon, ça n'a pas l'air mal. Pas tout de suite, je vais attendre de finir aussi Gods of Men, je pense avant. Le 15 octobre va sortir Smile, qui est un manga que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai commencé le 3. Faut que je reprenne. Voilà, bon, là j'en ai 2 de retard. On suit, alors c'est chez Mangetsu, on suit un homme qui est un peu à la dérive au début du tome 1. Il est journaliste, mais il a 2 doigts de perdre son boulot. Il vit seul dans une espèce de, voilà, vraiment presque un taudis. On voit qu'il n'a pas d'argent, rien ne va. Jusqu'au jour où il reçoit la visite de gens qui font partie de l'église du sourire éternel, je crois. Ils sont toujours avec le sourire, ce jeu c'est flippant. Ah, ça n'a rien à voir avec le film Smile, hein, que j'ai pas vu d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir.
Et voilà, ils sont toujours en train de sourire. D'ailleurs, il y a une scène à un moment, on se dit, mais attends, tu souris là, tu dois avoir mal quand même. Non, non, continue à sourire. Et voilà, ils font du porte-à-porte. Et puis, il lui laisse un flyer. Et sur le flyer, il voit la photo de son ex-femme. Donc, du coup, il décide d'intégrer cette secte. Alors, pour d'une part, essayer de savoir ce qui est arrivé à son ex-femme. On va savoir aussi pourquoi ils se sont séparés, pourquoi lui en est arrivé là, et mais aussi pour enquêter sur cette secte, sauf qu'il a plein de warnings, tout le monde lui dit n'y va pas, mais il y va quand même, parce que lui veut savoir, il veut retrouver sa femme. Donc c'est assez mystérieux. Je sais pas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de fantastique, c'est plutôt à côté thriller, suspense. Je sais pas s'il y a du fantastique qui va venir après, mais c'est très flippant. Et sur les premières couvertures, vous aviez soit la couverture de Jésus, soit celle de Bouddha, en train de sourire. Complètement flippant. Le 16 octobre, pardon, sortira chez Cotoon I Don't Trust My Twin, le tome 3. Donc c'est un webtoon. Alors c'est de Guat et de Garamandal. J'ai lu les deux premiers, non, le premier tome, je n'ai pas encore lu les deux. Je l'ai découvert cet été, j'ai beaucoup aimé. On est pareil, alors dans une histoire de je retourne dans le passé pour pouvoir corriger les erreurs du présent. En fait, on va suivre des jumelles. C'est Laurentia, je crois, la première, je sais plus. Voilà, elles ont été élevées de façon différente puisque l'une des jumelles était malade, souvent malade quand elle était petite. Et par contre, la première, elle a vraiment été éduquée pour faire des affaires, pour tenir les cordons de la bourse de leur famille. Même si elle reste timide et assez effacée. Leurs parents sont décédés, c'est leur grand-père qui les a recueillis. Donc c'est un homme très charmant, tout ça. Et puis elle découvre, c'est Laurentia, je crois. Elle découvre que, je ne sais pas si c'est noté sur le papier. Non, je ne l'ai pas. Alors son grand-père est décédé et elle découvre que son fiancé la trompe, enfin, et sa sœur la trompe. Et c'est pour ça d'où le titre I Don't Trust My Twin. Et elle va parvenir à revenir dans le passé et elle veut corriger évidemment tout ce qui se passe dans l'avenir. Voilà, ça fait la première couverture faisait assez, assez pas flippante, mais oui, on sent une histoire de vengeance. Puis elle veut savoir pourquoi sa sœur fait ça en plus parce qu'elle comprend pas trop. Bon, je pense qu'il y a une histoire de jalousie. Je sais pas. J'ai lu que le premier volume. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs. J'aime bien voilà toutes ces belles robes. J'aime beaucoup ces dessins, voilà, c'est ce que j'aime. Et ça fait un petit moment de détente en plus. Voilà, donc là je vais attendre de lire le 2 avant d'acheter le troisième, voir si ça me plaît autant. Il y a je pense, des histoires d'amour qui vont s'y naître. Voilà, c'est intéressant. Puis là, dans le premier, il y a des moments assez rigolos, puisque notamment son fiancé, celui qui doit devenir son fiancé, elle l'envoie chier. Alors ça donne des moments qui sont quand même pas mal du tout, que j'ai beaucoup aimé. Bon, je vais arrêter de parler, sinon cette vidéo va faire 2 heures. Le 16 octobre, donc sortira, cette fois je peux dire sortira, enfin peut-être que ce sera sorti quand vous aurez la vidéo, le tome 2 de Podam, Les Braises de la Reine, aux éditions Gulfstream et de Odd Ziegelmeyer, qui était en avant-première aux Aliénales. Donc autant vous dire que je me suis précipitée dessus. C'était pas prévu qu'il y soit. Les autres, ils avaient annoncé que c'était, ils avaient annoncé plusieurs avant-premières, mais pas celle-ci. Et en fait, l'autrice m'a dit que c'est un peu fait à la dernière minute, qu'ils ont eu du mal, mais voilà, qu'ils ont réussi à sortir ce tome, à amener ce tome 2. Alors, à mon avis, tout le monde n'en a pas eu, parce que ça partait comme des petits pains. C'était terrible. Voilà, donc du coup, je suis très contente. On est dans une réécriture de peau d'âne, voilà, avec avec des références à d'autres contes. Ça prend une direction assez inattendue. J'aime beaucoup, c'est très sombre. Il y a des scènes qui sont assez dures dedans. C'est très très sombre. Voilà, cette pauvre Blanche qui pleure toujours la mort de sa mère, son père qui veut la marier alors qu'elle espérait pouvoir lui succéder. Pour finir, son père, là, bon, comme dans le conte, il finit par avoir des regards un peu bizarres envers elle. Ça fait marraine qui a tout sauf, qui est tout sauf une fée bienveillante. Enfin, voilà, des personnages vraiment très sombres. On affame Blanche parce qu'on trouve qu'elle n'est pas assez mince pour... il y avait une scène qui m'avait choquée dans le livre. Enfin, vraiment, il l'affame pour... elle a droit à une demi-pomme par jour, quoi, parce qu'elle est considérée comme trop grosse. Voilà, c'est très sombre. C'est dénoncé dans le livre. C'est pas... Voilà. Voilà, c'est très sombre, mais j'adore la direction que prend le livre. Elle a des cousines aussi qui vont jouer un rôle dedans. Il y a le fou, le bouffon du roi aussi. Enfin, c'est vraiment excellemment bien fait. Voilà. J'aurais bien aimé le lire avant sa sortie, mais je crois que ça va être un petit peu compliqué.
Alors, le 16 octobre sortira aux éditions Hervé Chopin. J'avoue que ça ne me dit rien du tout. L'Hypermonde de Laurent Ladouari. Alors, je l'ai mis parce qu'on va être encore une fois dans du post-apo et dystopique, je pense. Après la guerre du Pacifique, la chute d'Internet et celle des réseaux de communication, un nouveau monde s'organise. Derrière le mur, la capitale concentre ce qui reste de puissants et de riches industriels. De l'autre côté du mur, la zone survie doit faire face à la menace des communards et des vandales. Au milieu de ce chaos où toute la connaissance et la technologie sont à reconstruire, un homme puissant et uni de tous, Zoran Adamas, a créé une école dont la devise est « Réussir pour servir ». Cette école de non-pareil propose des méthodes d'apprentissage ancestrales et extraordinairement efficaces aux enfants qu'elle accueille. Les premiers élèves de non-pareil sont des héros en puissance et une menace de plus en plus grande pour les oligarques. L'histoire commence alors que Tancred, l'un des 2 frères fondateurs de non-pareil, est assassiné le jour de son mariage. Roman d'anticipation et dystopique. Résolument optimiste, c'est noté. Bon, on dirait pas lire le résumé comme ça, hein, mais bon, résolument optimiste. Le 16 octobre sortira aussi le tome 3 de Réseau Royal, Reconquête de Camille Vercy aux éditions Château d'Âme. Donc normalement, je devrais recevoir parce que je suis toujours en partenariat avec eux. Là, ils ne vont pas tarder, je pense, à relancer les partenariats d'ailleurs. Ils ont dit qu'ils le feront au mois d'octobre. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est pareil, on est dans une uchronie, la Révolution française. Alors au début, on ne sait pas si soit elle n'a pas eu lieu ou est-ce qu'elle a capoté. On ne sait pas trop, on le sait en lisant le livre. Et on est arrivé à François, voilà, ce sont toujours des rois et des reines qui gouvernent toute l'Europe, il n'y a pas que en France. Et on est arrivé à François VI, je crois, au début, et il meurt, et c'est son fils Louis XX qui n'est pas encore totalement préparé à monter sur le trône, qui est assez jeune, assez idéaliste. Bon, il va essayer de faire les choses bien, on va le suivre lui, on va suivre l'infante d'Espagne qui fuit l'Espagne, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pareil, on va l'apprendre au fur et à mesure de la lecture. On va suivre une jeune femme qui est intégrée à la cour de Versailles en tant que domestique, mais elle est là pour faire tomber la monarchie, donc on sait qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui veut faire tomber la monarchie, et on va suivre un pauvre gars qui se retrouve rétrogradé dans la société, alors parce que la société tourne autour de Réseau Royal, qui est un réseau qui a été créé par je ne retrouve pas le nom, enfin un nom noble, qui a été anobli entre-temps parce qu'il a créé ce réseau. Et en fait, selon votre degré de votre position sociale, vous pouvez avoir accès à tout ce qui se passe à Versailles. Alors évidemment, les nobles, les rois et reines ont accès automatiquement au niveau le plus haut de Réseau Royal. Et plus vous êtes bas dans l'échelle, et moins vous avez de possibilités d'avoir accès à ce réseau. Et du coup, ça se ressent aussi sur votre vie. Là, par exemple, on va suivre, c'est Thomas, je crois, si je ne me trompe pas. Il grimpe tout doucement les échelons, il espère encore grimper les échelons. Et puis, alors, il y a une manipulation qui est faite au niveau de réseau. Bon, je ne vais pas vous dire comment, ni pourquoi. Il se retrouve rétrogradé, ce qui fait qu'il perd son travail, sa petite amie, même sa famille ne veut plus le voir. Voilà, donc vous voyez l'importance de ce réseau royal, ça dénonce aussi évidemment les dérives, surtout dans le tome 2, les dérives de tout ce qui est réseau social en fait, clairement. Donc c'est pas mal. Il y a une histoire d'amour slow burn qui prend pas non plus toute la place, ce que j'ai beaucoup apprécié, et vraiment on voit les dérives en fait effectivement d'une monarchie, mais aussi les dérives des réseaux sociaux, et voilà à quel point on peut manipuler les gens très facilement avec les réseaux sociaux. C'est vraiment très prenant, c'est très dense comme lecture. Ouais, ça a l'air comme ça, on a l'impression qu'on va lire de la romance en fait, mais en fait c'est vraiment très dense. Alors le 12 octobre va sortir un roman qui est à la base était sorti chez Verso, Vallée du Carnage de Romain Lucazzo. Là ça sortira chez Folio SF. Alors en fait ça part du postulat que l'Empire perse n'a pas été détruit et qu'il est toujours présent et qu'il a toujours le pouvoir sur le monde. Alors moi j'avais trouvé d'occasion la version grand format que je n'ai toujours pas lu, donc je ne vais pas pouvoir faire de retour dessus. Mais voilà, en tout cas ça sort en poche, donc c'est toujours intéressant. J'avoue que pour ce postulat, j'aime beaucoup les uchronies en plus. Donc, puis de l'Empire perse, on n'en parle pas beaucoup. Donc je me dis, ça peut être intéressant. Le 16 octobre aussi sortira Tonnerre après les ruines de Floriane Soulas. Donc c'est pareil à la base, alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'il l'avait édité, mais c'était en grand format. La limite entre l'homme et le monstre. Dans un monde en déliquescence rongé par les maladies, les difformités, Féral est un monstre, du moins c'est ainsi que tous le voient, tous sauf Lottie qui l'a sauvé, il lui a appris à survivre à travers les plaines de cendres.
Ensemble, elles protègent les quelques caravanes qui rallient encore les bastions de l'humanité. Jusqu'au jour où Feral entend parler de Tonnerre, une cité close où les chercheurs travailleraient à comprendre les mutations génétiques pour les aider à guérir. Alors celui-là, je ne sais plus si je l'ai en grand format. J'en ai un de Florian Soulas en grand format, que j'avais fait dédicacer d'ailleurs aussi aux Aliénales il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. Bon, je ne me souviens plus, j'avoue. J'ai oublié de vous parler de celui-ci aussi, qui sortira le 10 octobre. Donc c'est aux éditions d'Argo, label Combo. C'est Vertus de Saint-Cyr, le tome 1 de Rutile et Illogique. On va suivre cette jeune femme qui intègre les rangs de Saint-Cyr. Alors à la base, c'est un webtoon, donc français, je pense. Voilà, donc elle intègre alors Saint-Cyr. Alors je suppose que ça se passe à notre époque pour que des femmes intègrent Saint-Cyr. Je ne savais même pas que des femmes pouvaient intégrer Saint-Cyr actuellement. Je sais pas. Ou est-ce que c'est imaginé, je ne sais pas. Et elle se rend compte que Saint-Cyr, ça reste encore quand même très, comment pareil, hiérarchisé. Le rang social est très important. Voilà, c'est loin d'être ce qu'elle avait idéalisé. Donc elle va se battre un petit peu contre ce système. Alors je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas trop vous faire de retour dessus. Bon, les images sont assez, voilà. Il y a souvent, label Combo, les couleurs sont souvent assez soft, je trouve. Il n'y a pas 36 000 couleurs, voilà, ça reste assez soft. Alors après, c'est Young Adult, c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, ça n'a pas l'air mal du tout. Je serais curieuse de voir cette femme au sein de Saint-Cyr. Le 16 octobre sortira chez Gallimard le tome 4 d'Harry Potter, Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors, les 3 premiers tomes avaient été édités, fait par Mina Lima, qui est un couple d'illustrateurs. C'est magnifique objet livre. Bon, ils ont arrêté, ils n'ont pas dit pourquoi. Bon, je pense que c'est lié à J.K. Rowling. Voilà, mais Gallimard voilà, continue à sortir. Alors là, ça va être du coup, je ne sais pas qui va faire les... C'est Carl James Moonford qui va faire les illustrations. Je ne sais pas ce que ça va donner par rapport au Mina Lima. Ces Mina Lima, ils sont vraiment super. Vraiment, je les ai, j'ai les 3 premiers, du coup, ils sont vraiment magnifiques. Bon, il y a plein de pop-up, tout ça, c'est incroyable. Là, je ne sais pas. C'est vrai que l'art de Mina Lima, c'était quelque chose à part. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Le livre est très cher, en plus, je crois qu'il coûte 49,50 €. Donc, à voir. Mais bon, je ne sais pas. En même temps, c'était pour continuer la collection, même si, du coup, c'est plus les mêmes illustrateurs, mais on verra. Le 16 octobre va sortir chez Pal Avant que le diable ne te trouve de Autumn Crows. Alors je l'avais moi en grand format que je n'ai toujours pas lu. Voilà, maintenant il sort en poche. On est en 1836 dans le Wisconsin. Catalina habite avec son frère et son père dans une cabane à la lisière de la forêt. Un jour, un être terrifiant tout droit sorti d'un conte surnommé l'homme de Sèvres les attaque et enlève son frère avant de disparaître dans la forêt. Armée de son courage et du couteau de son père, Catalina part alors à sa poursuite à travers les bois. J'essaie de me dépêcher parce que je crois que la vidéo dure. Pareil, le 16 octobre sortira chez Pal aussi Dot de sang. Alors c'est de S.T. Gibson. C'est pareil, j'ai le grand format que je n'ai toujours pas lu. Là, ici, on va suivre l'histoire d'une des femmes de Dracula, puisque dans Dracula de Bram Stoker, il a 3 épouses. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose de leur histoire. Donc, je trouvais ça sympa effectivement, d'avoir le point de vue d'au moins l'une d'entre elles. Toujours le 16 octobre sortira chez Laureston, qui est une maison d'édition qui spécialise aussi dans la littérature RPG, Stormweaver Thomas Iron Prince de Bryce O'Connor. C'est pareil, on va être voilà, une idée de gagner des niveaux. Raydon Ward deviendra un dieu. Il ne le sait pas encore, bien sûr. Raydon est né faible, maladif et petit. Affligé d'une maladie douloureuse et abandonné par ses parents à cause de cela, il a dû se battre bec et ongle pour tous les petits avantages que la vie lui a permis. Sa persévérance n'est pas passée inaperçue, cependant, et lorsque l'intelligence artificielle la plus puissante de l'histoire humaine s'intéresse à lui, les choses ont commencé à changer rapidement. Doté d'un CAD, dispositif d'assistance au combat, avec des spécifications affreuses mais un potentiel de croissance infini, Raydon se retrouve au bas de sa classe à l'Institut Gallens, une des meilleures académies militaires du collectif. Avec sa meilleure amie Viviane Harada, Raydon devra commencer sa longue ascension dans les classements de l'école, puis sur les circuits de tournois de combat qui sont devenus la plus grande source d'excitation et de divertissement de l'humanité. Voilà, on fait à la fois dans une littérature RPG et en même temps voilà, un côté un petit peu dystopique. Le 17 octobre, les éditions aux Forges de Vulcain vont sortir en intégrale Capitale du Nord et Capitale du Sud. Alors Capitale du Nord, c'est écrit par Claire Duvivier et Capitale du Sud par Guillaume Chamanadjian. Je les ai pas lus, c'est pareil, je les ai empruntés en médiathèque, je les ai pas lus. Alors parce qu'il faut alterner, le tome 1, je sais plus lequel commence.
faut aller capitale du Nord et après capitale du Sud ou capitale du... Voilà, faut alterner entre les deux. Bon, c'est bien qu'ils les sortent. Par contre, je crois qu'ils ne sont pas donnés. Je me demande s'ils ne sont pas 35 euros. Bon, après, c'est sympa qu'ils les sortent en intégrale. Par contre, sachez qu'ils sont en train de les sortir en poche. Donc, ça va vous coûter moins cher en poche qu'en intégrale. Après, c'est sûr, une intégrale, ça fait toujours très envie. Hop, j'en mets tout le bazar qui est dedans. Le 18 octobre sortira aussi le dernier roman de Jo Collins, Ces ombres qui peignent ton cœur, avec laquelle je suis en partenariat. Alors là, on est dans une romance MM. Bon, comme je suis en partenariat avec l'autrice, j'avais aussi envie de découvrir le côté, parce que moi, je l'ai découvert par ses romans fantastiques et j'avais aussi envie de découvrir ses romances, du coup. Voilà, on est dans sa trilogie Vintage Kiss où on suit des personnages différents. Sauf que ici, en fait, c'est quelque part un préquel puisque dans les 2 premiers romans, voilà, le couple est déjà formé. Mais là, on va connaître leur histoire. Voilà. Moi, j'aime beaucoup l'écriture de Jo Collins. Je trouve que c'est toujours plein de bienveillance, plein de personnages hyper attachants. Donc, c'est pour ça aussi que voilà, je me suis permis un petit peu de romance sur ce coup-là. Alors le 22 octobre doit sortir Le Loup et la Sorcière, le tome 3 de Witch Walker, que j'attends depuis un moment, puisque le tome 2, non le tome 3 pardon, j'ai les 2 premiers tomes, le tome 3 était annoncé je crois pour juin de cette année, je ne sais plus. Bookmark a laissé un message sur Instagram disant que la traduction ne leur convenait pas. C'est vrai que moi j'ai lu le tome 1, il y a des trucs, c'est un peu, moi je me suis dit il y a des problèmes avec la traduction, c'est pas possible. Voilà, donc ils ont dit qu'ils allaient retravailler la traduction et qu'ils sortiraient en septembre. Là, il est annoncé le 22 octobre et qu'en version e-book, même pas la version brochée. Donc il y a une version e-book, il y a une version brochée et il y a une version collector. Donc moi j'avais la version collector, voilà, j'avais même mis de l'argent de côté et tout pour me l'acheter. Et puis bon, faut dire, ça a été repoussé. Alors je pense que là on va suivre d'autres personnages. Dans le premier en tout cas, on suit ce faucheur de sorcières puisqu'il va dans les villages et il emmène des sorcières sans qu'on sache ce qu'elles deviennent, et on va suivre une jeune fille voilà, qui n'a qu'une envie, c'est se venger de cet homme puisqu'il a enlevé sa sœur et qu'elle est sans nouvelles de sa sœur. Sauf qu'en même temps, il y a un royaume voisin qui va attaquer les villages et on se rend compte tout de suite que ce faucheur de sorcières veut aider les villageois, donc ça ne correspond pas vraiment avec les mages sombres qu'on en avait. Voilà, donc il y a un ennemi to lovers, mais slow burn. Donc moi j'avoue que voilà, quand la romance prend pas toute la place, ça se passe doucement. J'aime bien qu'il n'y a pas 36 000 scènes de smut, c'est très bien. Du coup j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième. Là je vais attendre de voir si le troisième sort, j'espère qu'il va sortir quand même. Le 22-10 sortira aux éditions L'École de loisirs. J'étais un peu étonnée quand on voit la couverture Fleur de peste de Max Strandberg. Lorsque la mère de Magdalena meurt, elle et sa petite sœur Ebba sont envoyées chez leur tante, tandis que leur père reste à Stockholm. Elles arrivent au château de Svardam, où elles rencontrent pour la première fois la sœur de leur mère, tante Katharina, fanatiquement religieuse. Le château est beau, mais tombe lentement en ruine. Les pièces sont pleines de secrets. Pourquoi Katharina déteste tant la mère de Magdalena? Pourquoi Magdalena ne peut-elle en aucun cas rencontrer Axel, le beau-fils de Katharina? Pourquoi la mère de Magdalena a-t-elle quitté sa ville natale si précipitamment? Qui est le prêtre terrifiant qui tient tante Katharina dans la paume de sa main? Et pourquoi l'orme derrière l'église ne perd-il jamais ses feuilles rouges sang? Bon. La couverture, château où il se passe des choses étranges, voilà, c'est pas la peine que je vous en dise plus, moi ça me fait très envie. Comme c'est l'école des loisirs considérée comme jeunesse, il est à 17 €. Voilà, un peu moins cher. Le 22 octobre va sortir chez K-Books la suite de Under the Oak Tree. C'est simplement le tome 2 de Soo-ji Kim. Moi j'avais bien aimé le tome 1. Alors oui, c'est assez romantique, mais voilà, j'ai bien aimé. C'est une jeune fille qui est maltraitée par... elle est issue de la noblesse, mais elle est maltraitée par sa famille, et notamment par son père. Et elle est mariée à un homme qui n'a pas un grade très élevé, je crois qu'il est simple chevalier, et voilà, il se marie et lui part à la guerre, et là, il devient un véritable héros, donc il est anobli, il a un superbe domaine, et il vient rechercher son épouse, et elle ne comprend pas exactement, bon, nous on sait voilà, qu'il est amoureux, elle ne comprend pas ce qu'il lui trouve, d'autant qu'elle bégaye, voilà. Mais ça fait une belle histoire d'amour, les images sont très belles, j'ai craqué en le voyant. Voilà, c'est du hardback, les images sont belles, j'ai complètement craqué, j'ai été faible. Voilà. C'est mon esprit de midinette, vous voyez, de temps en temps, ça revient quand même. Le 23-10 sortira Au Héron d'Argent, Les Esprits de Nacre de Christelle Peraldi. Là, il y a pas mal de livres qui vont sortir aux éditions du Héron d'Argent. D'ailleurs, je pense qu'ils vont relancer bientôt une campagne Ulule aussi. Bon, j'ai résisté ces derniers temps, je ne sais pas combien de temps je vais résister. Alors ici, nous sommes au 19e siècle à Montego Bay, Jamaïque. Au cours des 3 sinistres années où Annie Palmer devint la maîtresse des lieux,
Le luxueux domaine de Rose Hall fut le théâtre d'événements terrifiants. Désormais, l'inquiétante hacienda des Caraïbes est réputée hantée. 30 ans plus tard, de l'autre côté de l'océan, un jeune voleur muet fait la connaissance d'Arte, une riche beauté italienne férue de spiritisme. Celle-ci est la propriétaire d'un étrange bracelet maudit provenant de la Jamaïque. On est sur une enquête paranormale. Bon, encore une fois, un lieu hanté. Ça m'a hypé tout de suite. Alors celui-ci aussi, je ne sais pas si on va aller vers quelque chose de fantastique ou sur du thriller suspense. C'est un graphique, une invitée dans la demeure, c'est chez 404 de Émilie Carole. Bon, puis le résumé est franchement hypant. Abby s'installe lentement dans sa nouvelle vie de couple. Elle prépare le café, cuisine pour David et sa belle-fille Crystal. Pour une femme discrète et sans amis, elle tente de s'épanouir dans cette vie en construction, cherchant le bonheur dans les codes classiques de la famille. Mais qu'est-il vraiment arrivé à la mère de Crystal, l'artiste dont personne ne parle? Quels secrets recèlent leur étrange maison au bord de l'eau? Et qu'en est-il des vieux rêves et des peurs d'Abby, de Lady Grey, du chevalier et des dragons des contes de son enfance? Une invitée dans la demeure est une histoire de chagrin, de fantômes intérieurs et de lutte mortifère pour se trouver soi-même. J'avoue que ça me tente beaucoup. Alors il n'est pas donné, hein, je crois qu'il approche des 30 €. Mais après il y a pas mal de pages et bon voilà, c'est un graphique. Mais en tout cas, il me tente bien. Bon, je pense que j'essaierai de voir s'il ne serait pas vendu en occasion. Toujours le 23 octobre sort le tome 3 de Seul un monstre, Méchant un jour de Vanessa Lane. Alors j'ai lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. On suit une jeune fille, alors je ne sais plus son nom. C'est Joanne. Bon, je vais pas trop lire le résumé du tome 3 parce que j'ai pas lu le tome 2. Voilà, elle est dans une famille qui a l'air somme toute normale, sauf qu'elle découvre qu'elle a des pouvoirs et malheureusement le jeune homme dont elle s'était rapprochée fait partie des chasseurs. Donc elle est obligée de s'enfuir. Elle s'enfuit avec le fils d'une famille rivale parce que entre les voilà, chaque famille a son propre pouvoir. Et c'est plutôt la guerre entre eux, ils sont obligés de s'enfuir, ils traversent les époques, d'ailleurs ils peuvent retourner dans le passé. C'était prenant, bon après il y a un moment que je l'ai lu, je ne sais pas si ça me hypera encore autant, mais bon j'ai le tome 2 dans ma palle, donc quand même je vais le lire. Le 24 octobre va sortir la suite de Villains of Lore, Bones of Hercule de Jasmine Masse aux éditions Verso, toujours. Voilà, dans le tome 1, on suivait une jeune fille qui est plutôt maladroite, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, il n'y a pas son prénom qui est noté. Bon. En fait, on a des humains qui sont des réincarnations de Dieu. Et elle, cette jeune fille, découvre qu'elle est la réincarnation d'Hercule, sauf qu'elle a... je me demande si elle a, je sais pas si elle a un handicap, mais... Enfin, en tout cas, elle n'est pas... Voilà, je me demande si elle n'a pas un handicap, je ne sais plus. C'est pareil, j'ai le tome 1 dans ma page, je n'ai pas encore lu. Donc, pour l'instant, j'attends parce que j'ai vu de bons retours dessus et des retours plutôt négatifs. Donc, du coup, c'est... le 24 octobre sortira chez la Martinière Fiction A Curious Kind of Magic. Là, le titre est bien en anglais, de Mara Rutherford. Alors, ici, à Ardmuir, tout le monde sait que Willowstock est une arnaqueuse. Dans la boutique magique héritée de son père, les artefacts qu'elle vend n'ont aucun pouvoir. Mais tout pourrait bien changer le jour où elle rencontre Brianna Hargrave. Car Brianna cache un secret. Tout ce qu'elle touche devient magique. Et c'est à Ardmuir qu'elle espère enfin briser sa malédiction grâce à un ancien grimoire. Pour Willow, le don de Brianna est sa seule chance de sauver son commerce. Pour Brianna, Willow est la seule à pouvoir retrouver le grimoire. Tous les opposent, sauf l'accord qui les lie. Bon, ça a l'air pas mal à voir. Le 29 octobre sortira Les Liens du Destin, tome 5, Tragic Bonds de Djibri. Alors, c'est chez Corrigan. J'avais commencé les 2 premiers tomes. Ensuite, j'ai cherché le tome 3 désespérément en brochet d'occasion. Je trouvais que le collector et pas le brochet, je finis par le trouver. J'ai pas repris. Je me dis, maintenant, je suis moins dans la romantaisie parce qu'on va suivre... Alors, on est à notre époque et en fait les gens se forment en cercle, on sait pas trop, on n'a pas vraiment de background pour nous expliquer pourquoi, mais voilà, ils se forment en cercle et parmi eux il y a la personne la plus puissante qui va permettre aux autres de développer ses pouvoirs et on va suivre, alors l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle, bon bien sûr ça va pas être noté, l'héroïne elle a fui. N'a pas voulu rentrer dans son cercle et elle est rattrapée par, il y a 5 hommes je crois entrés dans son cercle. Voilà, elle est obligée de rentrer à la fac et d'intégrer ce cercle. On va voir ses relations avec les différents hommes. Alors, le premier, il n'y a pas de scène de smut. Il n'y a qu'une scène, mais qui est dénoncée, voilà, qui n'est pas une scène de non-consentement. Pas de VIOL, mais pas de... Voilà, on a quand même des attouchements. Dans le 2, il y en a une ou deux. Voilà, je me suis arrêtée là, j'espère que ça ne va pas trop se transformer en harem inversé. Mais bon, pour que leur pouvoir se déclenche, il faut qu'elle ait une relation avec eux. Donc, évidemment, il y a un moment où ça va arriver. Voilà, donc on a des hommes assez différents.
Voilà, j'ai peut-être commencé cette série il y a 1 an ou 2, j'avais envie de me lancer dans la romantasy, ça m'a un peu passé, donc je ne sais pas, ils sortent en tout cas chez Vibes, qui est la collection poche de chez Corrigan, donc peut-être attendez si vous n'êtes pas sûr de, voilà, de l'avoir peut-être en poche, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, chez Hachette Hiro va sortir L'oiseau qui boit des larmes, tome 1, Le cœur des Nagas. Alors, c'est de Lee Yeong-do, qui a l'air pas mal non plus. Leur rayon imaginaire, là, je trouve qu'ils proposent des trucs. J'en ai plusieurs d'ailleurs, les blancs, là, c'est pas facile de faire les sons de doigts. J'en ai pas lu un seul, je crois. Voilà, imaginez un monde partagé par une frontière invisible enfouie au cœur d'une forêt profonde. La ligne sépare les Nagas, qui renoncent à leur cœur pour devenir immortels, des autres peuples élus. Les Récols, immenses hommes coqs à la force herculéenne, les enjoués Tokebi, capables de manipuler le feu pour créer des illusions en amé, et les hommes éternellement divisés. Dans cet univers où d'immenses poissons célestes abritent des cités effondrées, où des êtres dragons peuvent se réveiller et des serpents communiquer à distance, un jeune Naga accepte une mission dont il ignore le sens. Il va devoir traverser la ligne et gagner les périlleux territoires du Nord. Voilà, je ne sais pas... C'est un peu compliqué là, ce système de Naga, là, je trouve que ça fait beaucoup. Mais ça n'a pas l'air mal malgré tout, ça a l'air très tentant. Alors le 29-10, alors j'ai 2 dates aussi, j'ai le 29 octobre et le 5 novembre, justement va sortir le tome 2 des Liens du Destin, Savage Bonds. Voilà, donc je vous dis, si vous voulez peut-être vous faire, c'est très simple à lire. Hein. Après je vous dis pour l'instant les 2 premiers tomes ça va, il n'y a pas trop de smut, à voir par la suite, moi il ne faut pas que ça se transforme en partout parce que ça va me gonfler, mais bon, je pense que je vais attendre qu'ils sortent petit à petit en poche. Et puis on va retrouver Minalima, hein, puisqu'ils vont nous ressortir des livres pour la fin d'année, voilà, qui vont faire craquer nos portefeuilles et nos CB. Et là, ils ressortent une version de Frankenstein, le Prométhée moderne, donc de Marie Shelley, chez Flammarion. Voilà, donc encore une très belle édition, je pense. Il y a pas mal de sorties Frankenstein en ce moment. J'ai vu des BD, des réécritures. Il y a Calidor aussi qui va ressortir à Frankenstein. Bon, en plus, j'ai pas forcément les relire. Hein. C'est l'objet livre, là. Pour le coup, c'est le côté collectionneuse qui parle. Mais bon. Le 29 octobre va sortir aux éditions critiques Luna Incognita de André David, donc plutôt de la SF. Alors, au cœur des chantiers lunaires éreintants où l'humanité construit le vaisseau qui doit l'emmener vers Proxima du Centaure, la révolte gronde. Recha, contre-maîtresse rongée par une maladie incurable, a ainsi opté pour une sortie flamboyante, un attentat suicide. Son ami Tehari se retrouve alors plongé dans un réseau souterrain de résistance et d'espionnage sous l'influence d'une société secrète aux intentions aussi troubles que ses méthodes. Inès, quant à elle, accusée d'avoir assassiné son amant, cherche à prouver son innocence. Un truc SF avec, je pense, pareil, liens sociaux, société un peu remise en question. Et là, nous allons avoir le tome 2 de Un passé englouti qui va sortir le 30 octobre chez De Saxus, Un songe illusoire d'Avared. J'ai le tome 1 aussi dans ma palle, donc pour l'instant, voilà, je vais attendre de lire le tome 1. Et d'ailleurs, le tome 1 sort chez PAL, voilà, en poche, le 30 octobre aussi. Donc, si vous voulez découvrir l'univers d'Avared, je ne sais pas comment on dit, c'est le moment ou jamais. Chez Timelapse, une maison d'édition que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert grâce à son autrice Julia Richard, qui ressort un nouveau roman après se méfier de Loki d'or. Désincarnation, voilà, donc c'est une maison d'édition indépendante. Bon, j'avoue que voilà, Julia Richard a une écriture qui me plaît beaucoup. J'ai lu Paternoster, j'ai lu Ce métier de Loki d'or, qui sont très différents, mais j'ai beaucoup aimé son style d'écriture. J'ai beaucoup aimé les 2 histoires, même si elles sont complètement différentes, ils n'ont rien à voir. J'ai encore Carne aussi dans ma palle, donc j'ai très envie d'y aller aussi. À l'heure où les cimetières accueillent les premières tombes connectées dopées à l'IA, réussirons-nous à sublimer notre mort ou nous ferons-nous qu'une nouvelle niche commerciale ? Marie-Février est une tombe dans un cimetière qui devient un lieu de vie et de rencontre. Mais alors que la technologie nous offre l'éternité, que peut-elle espérer de plus? Dans cette novella douce amère, Julia Richard aborde la question des rapports humains sous un angle étonnant, détonnant. Ça a l'air un peu spécial, mais bon, j'avoue, j'irai bien. Je me dis en plus, ce serait l'occasion d'aider une maison d'édition indépendante. Et puis, j'aime beaucoup l'écriture de Julia Richard, donc c'est tentant. Et je termine le 30 octobre avec L'Amulette, le nouveau. Le dernier roman de Michael McDowell, traduit aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Cette fois, nous sommes en Alabama en 1960, alors que Dean Howell fait ses classes avant d'être envoyé au Vietnam. Un accident sur le champ de tir le laisse dans un état végétatif. Sa femme Sarah voit sa vie déjà morte devenir une agonie sans fin.
Après l'harassante journée à l'usine, elle doit laver et nourrir son mari léthargique tout en supportant son odieuse belle-mère, Jo, qui accuse la ville entière du sort de son fils. Lorsqu'elle offre une étrange amulette à l'homme qu'elle tient pour responsable, se met en branle une implacable danse macabre. Et tandis que les meurtres inexplicables et les morts accidentelles s'enchaînent à un rythme diabolique, Sarah doit faire face à l'impossible réalité. Cette amulette joue peut-être un rôle central dans cette hécatombe et elle doit à tout prix mettre la main dessus. Bon, on a encore du vent de la Steve avec Malcolm McDowell. J'avais dit que j'attendrais de lire Lune froide sur Babylone, mais normalement on a une LC de prévu ce mois-ci, qui est l'avant-dernier roman qui est sorti chez Monsieur Toussaint l'ouverture. J'avais dit d'attendre pour celui-là, mais là, à relire le résumé, je suis très tentée. Dans le même temps, je profite pour vous présenter Gourou, qui est la trilogie de Louis de Maubois. Le tome 3 vient juste de sortir, là je pense au mois d'octobre. Donc il m'avait contacté pour me les proposer en service de presse. Alors Louis de Maubois, j'ai l'Ogre, le tome 1 dans ma liseuse que j'avais acheté, que je n'ai toujours pas lu. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de découvrir son écriture. Alors il fait plutôt dans l'horrifique. Voilà, et voilà, il attendait pour m'envoyer le tome 3 en même temps que... Là, vous avez le tome 1. Et bien sûr, on va suivre un gourou et une femme qui va se retrouver un peu au piège. Mais comme c'est Louis de Maubois, je pense que ça va pas être... ça va pas être coton, quoi. Donc je m'arrête là pour cette très longue vidéo. La dernière fois, j'avais fait en 2 parties, mais j'ai vu que la deuxième partie avait été moins vue, donc je ne sais pas trop. Là, je pense que je vais la laisser entière en essayant de couper des morceaux. Voilà, il va falloir, je pense, que je rétrécisse un petit peu quand même. Mais en même temps, j'ai envie de vous partager, même si je ne vais pas tout acheter, c'est pas possible. Mais j'ai envie de vous partager tout ce que j'ai vu, voilà, qui pourrait m'intéresser. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous comptez, voilà, acquérir là au mois d'octobre, ou que vous avez peut-être déjà acheté puisqu'on sera déjà mi-octobre. N'hésitez pas à le dire et puis vous pouvez laisser un petit emoji pile à lire pour cette vidéo, puisque voilà, on est vraiment dans des des wishlists immenses. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.